Merci infiniment à vous de nous retrouver comme vous le faites chaque matin sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12 Le Zénith. Nous sommes le lundi 18 février 2019. On commence avec ces propos, je cite, « Le système BIA par incompétence a sous-estimé la crise anglophone. Ces propos ne sont pas de moi, ça c'est des propos de Titus Edzoa dans le quotidien Le Messager paru ce lundi matin. Donc on y voit donc un portrait, mais surtout une critique acerbe de la situation en zone anglophone au Cameroun, nord-ouest et sud-ouest par l'ancien secrétaire général à la présidence de la République, Titus Edzoa. On parle également de ces 170 élèves libérés qui ont été kidnappés, souvenez-vous, au St. Augustine College, dont libérés. C'est la page Twitter de Akbor Mbala qui le signale ce matin. On va dire happy end pour cette situation inconfortable de ces jeunes filles qui avaient été donc kidnappées par des hommes armés non identifiés. Donc on en parle encore ce matin pour de plus en plus porter le message de la crise anglophone qui, comme vous le savez, de jour en jour s'enlise et les solutions proposées par le gouvernement semblent toujours inefficaces sur le terrain. Surtout que l'on parle de la mort d'un capitaine du Bir dans le sud-ouest ce week-end. Ça montre clairement que nous continuons à perdre des personnes dans cette crise, que des Camerounais qui perdent leur vie avec ce qu'on appelle la sale guerre, pour reprendre ici les termes chers à l'universitaire camerounais Achille Bembe. Madame, monsieur, comme chaque matin, l'équipe est en place. D'abord vous, monsieur Batchou Charlamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et un bonjour particulier à monsieur Atangandji, ministre de l'administration territoriale. Ça ne sent pas bon dans le Mungo. Hier nuit, les Ambaboy ont attaqué Mambo jusqu'à Mundek. Des commissariats ont été attaqués. Bilan, 2 morts. Les armes ont crépité toute la nuit. Espérons que ça n'arrivera pas ici, dans le centre-ville, à Douala. Donc on va continuer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, madame, messieurs, de porter le message de cette sale guerre, comme le dit Achille Bembe. C'est clair que la situation est inquiétante sur le terrain, avec, comme vous le voyez, les débordements sur le Mungo, mais également dans le Bamboutos. On va voir si le Vouri également va être concerné par cette situation, mais c'est vraiment inconfortable pour les Camerounais qui sont, comme vous le savez, épris de paix, et une situation d'ailleurs qui est tout simplement regrettable. Également sur le plateau ce matin, vous, Karine Santia, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopossi et bonjour aux téléspectateurs du 10-12 Le Zénith. Ce matin, on va parler certainement de cette affaire du MRC. Les avocats libérés racontent leur turpitude. J'ai été arrêté pas sur la voie publique, pas dans un attroupement, mais sur la cour d'une microfinance. De toutes les façons, on va peut-être épiloguer dessus ce matin, mais ce qui nous concerne dans la revue des réseaux sociaux, c'est surtout cette publication de Jeune Afrique qui, dit-on, veut déstabiliser le Cameroun, et puis ce rapport ou encore ce communiqué de presse du ministère des Transports qui produit la liste de classement des agences de transport qui font le plus d'excès de vitesse dans le cadre de la lutte contre les accidents de la route. Karine Santia, qu'on va retrouver normalement, ce sera à 11h05 dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Évidemment, tous ces sujets-là seront abordés. On va simplement questionner la mesure prise par le ministre des Transports, donc Galibé, qui décide donc de faire un classement hit parade des agences qui font beaucoup plus de vitesse sur la route, sur la nationale numéro 3, Douala-Yaoundé. Et on va bien voir que c'est très inquiétant de voir comment ces agences-là jouent chaque week-end, chaque jour avec nos vies sur nos routes. Également sur le plateau ce matin, vous, Bombor Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopossi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Je rends hommage ce matin à un patriarche, Anatole Bongo, né en 1911. Il a été inhumé samedi dernier. Voilà un homme qui a vu 2 siècles, qui a partagé l'administration camerounaise, qui a laissé des bons signes au sein de l'administration douanière. Il nous disait encore
qu'à mon époque, on ne pouvait jamais entendre parler de détournement de fonds, de gigandage au sein de la douane comme c'est le cas aujourd'hui. Il a été dévié à une haute dignité dans le pays. Mais est-ce qu'on l'a reconnu de son vivant? Ancien directeur de douane, repose en paix, c'est Anatole Bongo. En tout cas, on va dire que 3 ministres étaient présents, donc à ces obsèques, c'est quand même assez remarquable d'ailleurs. Comme vous le dites, est-ce qu'à son vivant, il y avait eu ce déploiement-là, 3 ministres Non, du tout, non. Galbé, Pendant le cinquantenaire de l'indépendance, il est allé à Yaoundé. Oui. Il a présenté ses propositions parce que c'est quand même une des premières promotions de l'école de Foulassi, 1927-1930. Tout à fait. Donc il a été là. Il disait comment on peut parler de la Marseillaise en France et ne pas parler de la Foulassienne. La Foulassienne au Voilà, Cameroun. de la Foulassienne au Cameroun. Voilà. On dit hymne national au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Oui. Alors qu'on pouvait bien dire l'appeler la Foulassienne. La Foulassienne. Ce qui pouvait être de très bonne maths. Mais bon, Très bonne chose. voilà. On ne l'a pas compris. Donc, malheureusement. Narcisse Moualekombi, Grégoire Ouna, Ngalbé, qui étaient tous présents donc à ces obsèques ce week-end. Ah, Donc, donc le ministère des Finances, lui, il n'était pas. Donc voilà, c'est une autre incongruité. Oui, absolument. Pourquoi pas? Et pourtant, voilà, c'est une icône de la douane. Je vous ferai ça comme ça, une icône de la douane au Cameroun, malheureusement. Alors, on va, mesdames, messieurs, vous demander de vous installer confortablement pour qu'on démarre cette émission comme à l'accoutumée. Voici l'histoire du jour. Tendance Cogne, la voyageuse, est en place encore ce matin. Bonjour et bienvenue. Le jour n'est pas très bon de mon côté, Eric. Depuis qu'on a piraté mon compte Facebook, je suis en deuil. On a piraté mon compte Facebook, mais j'ai encore refait un autre compte avec Tendance Cogne. Mais moi, je vais t'envoyer une invitation. Hein. Oui. Donc, Tendance Cogne, c'est pour le même nom. Pour moi, c'est fini. Depuis, les pirates sont forts. Bref, c'était un passage. Tapez mon nom avec le même nom que vous connaissez, Tendance Cogne, vous allez me voir sur Facebook. Mais ce matin, je vais m'adresser à un patron. Boss. Il y a l'une de vos filles qui est en colère. Elle va venir vous voir aujourd'hui à l'heure que vous arrivez au bureau. À l'heure que vous allez arriver au bureau, il y a une plainte qu'elle va déposer sur votre table. Parce qu'elle est très en colère contre l'une de ses collègues toujours. Attends, je ne sais pas comment il peut dire ça. Comme je suis collègue avec toi, Noéry, je suis très en colère contre toi. Maintenant, ça m'énerve au point où il faut que je vienne voir le patron pour trahir. Tu comprends le genre? Non, trahir, c'est pas bon. Trahir que tu as un mauvais comportement. Ça, au travail ou oui, Ouais. Que je suis en colère parce que le boss va être au courant que tu es méchant. Bref. Méchant dans le travail ou méchant ailleurs? Méchant ailleurs. Okay. Qu'au travail, tu fais semblant de rire. De faire hi hi hi. Alors qu'au fond, tu n'es pas quelqu'un de vrai. Tu es un satan. Tu es un yochipon. Oui, tu es un satan. Voilà une femme, un bonbon, qui est très fâchée contre sa collègue. Elle dit que sa collègue, chaque fois, ça ne vient pas de moi, ça vient d'elle. Mengan Dorian. Pardon, c'est pas Mengan Dorian, elle s'appelle Dorian. J'ai fait la même avec une Dorian. Dorian, pardon ma chérie, c'est pas de toi qui parle. C'est l'assistement pour nous. On va dire glissement. C'est un glissement de mots, ouais. Et de noms. Ouais, je fais la même avec Mengan Dorian. Maman, ce n'est pas toi, grand-mère. Mais la fille qui est fâchée s'appelle Dorian. Excellent. Maman, j'ai retiré mon mot. Non, je trouve ça excellent. Voilà mon papa. Hier, il avait voix bébé à l'Opom. Quand Dorian est arrivé là-bas avec ses copines, tu comprends ce que je te dis, non? Oui, elle est arrivée chez sa collègue, donc la collègue de Dorian a couché depuis. Hier, il avait voix bébé, n'est-ce pas? La réunion est partie voir le bébé parce qu'elle m'a fait la même réunion avec sa collègue. Arrivé là-bas chez sa collègue, les choses se sont passées dans les bonnes conditions. Mais sauf qu'en rentrant, elle a vu qu'on avait écrit sur la barrière les appartements à louer, ici même dans le portail. Et on a mis le numéro de téléphone qu'on appelle. On a mis les numéros de téléphone d'appeler. C'est où Dorian a appelé sa collègue pour dire que ouais, mais toi, tu sais que depuis, il cherche la maison à louer. Ou encore l'appartement à louer. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il y avait les appartements chez vous? Pourtant, j'ai même écrit dans le forum que urgence et d'une personne qui est dans les besoins. Je veux un appart à louer. La maison était à côté de la collègue. La collègue n'a rien dit. C'est hier que la vérité a triomphé. Quand elle soit allée au bois bébé, que la vérité a triomphé. Maintenant, pour couper quoi, elle a donc appelé le numéro. C'est tombé entre les mains de l'agent immobilier.
L'agent immobilier l'a mené chez la bailleresse qui est tout dans les environs. Ils ont causé, elle a dit à la bailleresse que ouais maman, je peux venir visiter. La bailleresse a donné la clé, elle est partie visiter. Elle a donc dit que ouais, d'ici mardi, elle peut venir faire le versement. Qu'elle doit venir faire les 6 mois et les 2 mois de caution que la bailleresse a demandé. C'est où en rentrant, elle retourne encore chez sa copine qui a accouché là, que ouais, j'ai d'ailleurs vu la bailleresse pour l'appartement là. Sa collègue lui dit que non, tu ne peux pas vivre à côté de moi. Cherche ailleurs. Je ne t'ai pas dit depuis qu'il y avait les appartements parce que je voulais. Je ne veux pas que tu et moi restions dans une même société, dans une même cité ou encore dans un même appartement. Cherche ta part de maison ailleurs et non à côté de moi. Ça allait au point où la collègue est partie voir la bailleresse comme pardon. Depuis des années que je suis chez toi, est-ce qu'on a discuté? La bailleresse a dit que non, ma fille. Elle dit que pardon. Je te parle comme ça avec la main sur le cœur. Tout le monde peut louer dans ces appartements-là. Mais sauf mes collègues de service, même si ce n'est pas qu'elle la déteste. Même si c'est un autre collègue, j'aime moi dire non, j'aime vivre caché. Quelqu'un d'autre peut venir d'ailleurs, mais pas les gens avec qui je travaille. Je veux moi vivre en paix. Parce que je ne veux pas moi qu'un collègue contrôle mes entrées et mes sorties. Je ne veux pas moi que demain ou après-demain, je me rends compte que la collègue et moi, on se dispute. C'est une trafiquante de drogue? Elle n'a pas dit tout le monde. Elle a seulement dit qu'elle ne peut pas se mélanger avec sa collègue. Oui. Et la bailleresse aussi a appelé la collègue pour dire que maman, il ne sait pas moi ce qui se passe. Voilà ta soeur, quand vous avez venu voir l'enfant, qui me dit que non, elle ne peut pas accepter que tu vives ici. Je ne comprends pas. Entendez-vous? Si c'est bon, hein, m'a dit tu viens toi me donner mes 6 mois de loyer avec mes 2 mois de caution. La collègue dit que si Dorian loue là-bas, mieux déménage. Mais quel déménage? Si Dorian loue là-bas, elle va déménager. Elle ne peut pas les mots de tête, elle ne peut pas se mélanger. Oui. Comment gérer alors cette situation? Vous arrivez quelque part, vous trouvez l'appartement à louer où votre collègue est là-bas depuis. Elle dit que vous n'allez pas louer. Que si vous louez là-bas, elle déménage et vous n'avez pas de problème. C'est où Dorian a dit que ici, là, que le boss va être au courant lundi. C'est pour ça qu'il commence à donner SOS. Qui est un patron dans une société de la place, boss. Alors vous arrivez au bureau, il y a une plainte qu'on va venir vous dire. Il y a une plainte qu'on a écrite contre telle personne. Je vais taire le nom de l'employé, connaît tout son nom de famille, son année de naissance. Mais pour le moment, il garde ça pour moi seul. Donc il faut que le boss va savoir comment gérer. En tant que patron, pourquoi pas? D'accord. Tu peux continuer et je m'arrête là. Alors, on va disséquer l'histoire de ce matin et nous plonger dans le milieu professionnel. C'est un milieu qui a ses codes, qui a ses tics, qui a ses atermoiements, qui a, comme on le voit parfois, ses incongruités, ses surprises, ses incompréhensions. Et là, on est face à une incompréhension. Qu'est-ce qui peut bien pousser un collègue à ne pas vouloir que son collaborateur, son collègue de travail s'installe près de chez lui? C'est une question qu'on se pose. Je ne trouve pas, j'ai beau remuer dans tous les sens, je ne comprends pas ce qui peut amener une personne à être aussi catégorique, sauf si on est trafiquant de drogue, sauf si on mène des activités illicites, sauf si on est un bandit de grand chemin après le boulot, sauf si on est l'une des personnes qui fait toutes les tâches du monde et qu'on ne souhaite pas qu'une personne qui est proche de nous au boulot soit au courant. Ça peut être aussi une entreprise qui fait de la concurrence. Peut-être que cette collègue-là livre des secrets d'entreprise à d'autres boîtes concurrentes. On fait de la fiction là, on fait juste de la fiction. Peut-être que c'est ça et qu'elle ne souhaite pas que voilà, sa collègue soit donc dans le secret des choses. Ou pourquoi pas, ça peut être une entreprise où les gens se livrent facilement au commérage et où voilà, le collègue ou la collègue en question craint que justement les choses qu'il vit ou qu'elle vit au quartier puissent se retrouver dans le milieu professionnel. Donc c'est toutes ces questions qui peuvent évidemment nous interroger ce matin, mais davantage la réaction de la personne, parce qu'après il y a ce qu'on ressent et il y a la manière avec laquelle on fait sentir ce qu'on ressent. Et c'est là tout le problème, parce que il y a ce qu'on appelle la liberté. Vous ne pouvez pas
vous ne pouvez pas demander à enjoindre à votre bailleur, à un bailleur, de ne pas prendre un locataire. Au nom de quoi, sur la base de quoi vous pouvez décider que telle ou telle personne, vous ne savez pas combien coûte un sac de ciment, combien coûte un camion de sable, même si vous avez 700 000, 16 500 les uns les autres, mais vous décidez de demander à un bailleur qui a signé. Vous savez, c'est compliqué l'immobilier, c'est compliqué de construire aujourd'hui. Hein. Avec ces 6 mois de loyer, peut-être que la maison nous a fait des mois, personne ne vient chercher la maison. Pour une fois qu'on trouve un preneur, vous venez dire que non, il faut laisser. Non, attention, non, il faut qu'on soit sérieux. Bon, Robin Gagne, je commence par vous ce matin pour savoir quel est votre propos sur cette histoire. Non, on dit sur une histoire, vous l'avez dit, rocambolesque, parce que, j'allais dire, elle n'a ni tête ni queue. Parce qu'en fait, on ne sait pas de quel est le problème, ou alors la problématique que cela pose. C'est de la sorcellerie. Voilà, absolument. Autrement dit. Le patron vient faire quoi dans les problèmes de location de quartier? Donc, on vient au point d'aller initier une lettre où on demande. Bon, moi, ça ouvre des portes à des, j'allais dire, des querelles de clocher uniquement. Soit ces deux collègues, encore que ce sont des femmes, étaient dans des machinations qui ont mal tourné et ils ont eu des brouilles, et ils ne se fréquentent plus. Et justement, le fait pour une autre de déménager à côté de l'autre crée des frustrations au point où elle ne sait pas. Non, mais cette collègue ne veut aucun collègue, hein, que ce soit celle-là ou une autre personne. Elle ne veut aucun collègue à proximité de chez elle. Ça, c'est un principe. Mais non, c'est la sorcellerie, ça. Oui, absolument. Donc, mais je vois plutôt pas au niveau de collège, je vois ça dans le cadre de l'environnement sociétal. Du travail? Non, sociétal au sein duquel nous vivons aujourd'hui. Oui. Ça veut dire que nous sommes dans une société qui n'est pas une société. C'est-à-dire, les principes de base d'une société, c'est la solidarité, c'est l'entraide. Mais lorsque vous dites que vous appartenez à une société et vous ne vous fréquentez pas, ça cause un problème. Vous ne pouvez plus dire à ce moment-là que vous êtes dans une société. Ça, c'est le premier étape. Le deuxième élément, c'est, j'allais dire, le caractère acariâtre de ce collègue-là qui ne veut rien du tout, qui ne veut pas ce collègue. Ça veut dire quoi, en fait? Qu'il les remonte contre. Ça veut dire que l'autre chose, on peut imaginer ou soupçonner qu'elle est plutôt procède par les délations. C'est-à-dire qu'elle est, je veux dire quoi, les oreilles et les yeux du patron auprès des collègues. Et elle ne souhaiterait pas que les collègues sachent les basses besognes qu'elle fait au sein de l'entreprise. Donc, ça veut dire que le patron lui rendrait régulièrement visite. Oui, oui, absolument. C'est une hypothèse. Hein, oui, absolument. Voilà. Et elle ne souhaite pas qu'on sache absolument que le patron lui rend visite. Oui, non, on ne comprendrait, on ne comprend pas. Ça veut dire que oui, elle a des relations qui ne sont pas des relations claires avec le top management de son entreprise. Oui. Et ne voudrait pas que ses collègues le sachent. Moi, je pense que c'est... Mais plus fondamentalement, est-ce que les collègues ont une obligation de bon comportement envers leurs collègues en dehors de l'entreprise? Ça veut dire que est-ce qu'un patron peut recevoir comme plainte une collègue qui se plaint du comportement au quartier, du comportement de sa collègue? Du tout, non. Oui. Non, et regardez même la procédure. J'ai dit non, la procédure est tellement bancale qu'elle évite de passer par la direction du personnel ou la direction administrative ou ressources humaines, je ne sais pas comment ça s'appelle au sein de l'entreprise, mais si c'est des problèmes, des relations entre collègues, c'est le service qui s'occupe de l'administration. Oui. Ce n'est pas directement le grand boss. Ça veut dire qu'elle entretient des relations, j'allais dire, permettez l'expression, pas claires avec le top management. Donc, qu'est-ce que le patron a à voir avec vos relations quartier? L'autre chose, quand on parle d'une entreprise, en fait, entreprendre, dans le terme, c'est vrai, il y a beaucoup de conceptions qui s'affrontent là-dessus, mais au départ, c'est que lorsque vous venez, on vous dit, vous êtes dans une famille maintenant. Donc vous ne vous connaissiez pas avant,
vous vous connaissez au sein de l'entreprise, vous êtes une famille. Et les patrons doivent vous amener parce qu'il peut avoir une direction ou un service qui est comment je vais dire ça, qui est transversal. Mais au moins, sur le plan de la vie privée, rapport vie privée, milieu professionnel, est-ce que l'employé n'a pas une obligation de bonne tenue en société parce que représentant l'image d'une marque? Absolument. Oui. C'est ce que je disais, absolument. Oui. Absolument. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'à notre époque, vous ne pouviez pas voir un homme en tenue au bar. Un homme, ça veut dire qu'on ne regardait même pas l'image de cet homme en tenue, mais on disait l'armée est. Donc, si on prend ce niveau-là, c'est à plus forte raison les entreprises. Oui. Donc, vous avez l'obligation, et c'est ça la société, vous avez l'obligation, si on y avait les normes, malheureusement le Cameroun est devenu ce qu'il est. Donc vous représentez l'entreprise partout où vous allez. Même dans vos trucs de Facebook, pour parler de tout l'absence, même là-bas, votre représentation sur le plan public intègre, vous le vouliez ou non, l'entreprise. C'est même pour ça que même les stars ont des problèmes. Est-ce que les stars ont les vies privées? Ou alors quelle différence y a-t-il entre la vie publique et la vie privée d'un non public? Quelle est la frontière? Voilà, il y a la frontière entre la vie privée d'un non public. Elle est pas promesse. Voilà. Merci beaucoup, Bengan. Alors, Charles Hamel, la question que je vous pose, c'est nous dire justement comment vous appréciez le comportement de cet employé qui refuse que son collègue vienne s'installer près de chez elle. Monsieur Eric Fopoussi. C'est surprenant. Monsieur Eric Fopoussi. Oui. C'est elle-même qui est la cause de ces malheurs. Si elle ne voulait pas voir cette collègue qui cherchait à la maison, elle ne l'invitait tout simplement pas. Pourquoi est-ce qu'elle l'a invité? Elle ne devait pas l'inviter. Elle devait lui dire, elle devait éviter tout le monde sauf celle-là. Oui. Mais même si c'est le voir bébé de la Réunion, elle pouvait délocaliser le bébé de la Réunion, sachant que celle-là devait être là. Donc forcément, monsieur Eric Fopoussi. Après, ça n'est quand même c'est comme on fait son lit. Expliquer. Hein. C'est comme on fait son lit qu'on se couche, monsieur Eric Fopoussi. C'est comme on fait son lit qu'on se couche. Elle sait qu'il y a un collègue qui cherche la maison. Elle sait que là où elle est, il y a les maisons à louer, il y a les pancartes qui sont affichées. Elle organise. Il fallait qu'elle attende que les maisons soient pleines avant d'organiser le voir bébé. Donc forcément, M. Eric Fopoussi, à ce niveau-là, c'est elle qui est responsable. Mais dans un sens beaucoup plus général, M. Eric Fopoussi, on est collègues, on n'est pas amis. On est collègues, on n'est pas amis, on n'est pas frères. C'est-à-dire? C'est-à-dire, M. Eric Fopoussi, que vous êtes mon collègue. Oui. Nous entretenons une relation purement professionnelle. Mais le fait qu'on se côtoie tous les jours, le fait qu'on se côtoie tous les jours crée une certaine affinité. Non, monsieur, il faut possible. Il ne faut pas vous tromper. Faut pas vous tromper. Merci de me le dire. Je le dis parce que c'est un sujet qui est posé. Ça reste professionnel. C'est-à-dire, on échange les amitiés d'un lieu. D'accord. On se retrouve ici, on échange ici, ça finit ici, chacun prend sa route. Il y a des amitiés de carrefour. Dieu, tu es ou position. Trouve-moi, je suis là, on prend une. Vous prenez une, ça finit là. Ça ne déborde pas ce champ. Mais il y a une amitié beaucoup plus profonde. Celle-là où on se visite, on connaît les familles les uns des autres, on échange. Je peux rencontrer ta soeur en route, je m'arrête, on discute et tout. Et puis, il y a un autre fait, monsieur il faut possible, c'est qu'en entreprise, chacun veut savoir qui est qui fait quoi, comment. Pourquoi? C'est comme ça l'entreprise. C'est quoi? C'est comme ça l'entreprise. C'est quoi la manœuvre? Je suis avec Eric Fopoussi. Oui. Eric Fopoussi, quand je vois les vêtements qu'Eric Fopoussi porte, c'est les vêtements qui vont chercher dans les 150 000. Est-ce que le salaire qu'on donne ici, on nous donne ensemble, nous permet à ce monsieur de s'acheter? C'est des interrogations en entreprise que vous ne pouvez pas empêcher. Si ce n'est vous, c'est votre patron. Oui. Ah, monsieur Fopoussi a acheté une voiture. C'est quelle marque de voiture? Est-ce qu'il peut s'opposer? C'est ceux qui me volent. C'est ceux qui développent le business. C'est comme ça l'entreprise. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça l'entreprise. Maintenant, ceux qui le posent justement, ceux qui posent ce type, ça peut être normal
mais quand même, il présente aussi le mieux qui borne leur esprit parce que, en dehors d'être celui que vous êtes, vous avez une famille, vous avez des amis, vous avez des personnes, vous avez d'autres aptitudes qui peuvent vous permettre de pouvoir obtenir, et puis un certain temps, une certaine expérience. Mais le collègue donc, qui arrive maintenant, monsieur Lifopoussi, chez vous, première chose, il commence par scruter votre maison. Que vous le voulez ou non, il scrute la maison. Il a un écran plat de 72 pouces, le gars-ci. Il a un tapis, le genre de tapis qu'il a, un tapis syrien. Donc, vous voyez, non, je peux entrer. Le gars commence à entrer, à développer un scénario de film fiction. Est-ce que vous avez une soeur qui est à la brocante? Il ne sait pas. Est-ce que vous avez une soeur qui est en Europe qui peut vous l'envoyer? Il ne sait pas. Il commence à se faire des films. Ça va commencer en entreprise que tel là est plus payé que tel. Telle personne là, comme vous le voyez avec le boss là, c'est sûr qu'il a un traitement plus particulier que d'autres. Voilà les suspicions qui sont créées à l'entreprise. Certainement celle-là, celle dont on parle aujourd'hui, a eu dans un passé, peut-être récent ou lointain, à travailler dans une entreprise où la suspicion était le nœud, les intrigues étaient le nœud du fonctionnement de la société là où elle était. Ça veut dire que pour moins de choses, il y avait des intrigues. Vois donc une autre collègue qui vient louer. Peut-être tous les vendredis, elle fait des parties, des boogie parties chez elle. Peut-être elle sort tous les jours. Peut-être elle rentre tard la nuit. Peut-être, elle a une vie qu'elle souhaiterait réserver, privée, monsieur Lifopoussi. Et donc la présence de cette collègue constituera un danger. Ouais. Un danger permanent, une menace permanente. Parce que si aujourd'hui, il y a des gens qui vivent bien, monsieur Lifopoussi. Ça peut être qu'elle a un gars, elle a un ami, elle a un fiancé tous les jours. Même quand elle a le salaire ou pas, elle prépare tranquillement, pas n'importe quel type de repas. Et vous verrez cette voisine qui va monter tous les jours. Donc il y a des gens qui ont cette habitude. Je ne vais pas rentrer dans les détails de quartier, mais il y a des gens qui ont une habitude, celle de ne pas se frotter à n'importe qui, encore plus à une collègue. Donc je pense qu'elle veut préserver sa vie et elle veut être seule. Et je lui donne raison. D'accord, très bien, Chalamel. Karine, qu'est-ce que vous dites? Quel est votre avis? Moi, je pense que ces deux femmes-là ont une relation professionnelle déjà ambiguë. Déjà ambiguë parce que être femme, déjà, c'est très compliqué. Être amie femme, c'est compliqué. Être collègue entre femmes, c'est déjà compliqué. Ce qui fait que ce sont des femmes qui, entre elles, déjà au travail, c'est de l'hypocrisie totale. C'est-à-dire qu'on travaille ensemble, mais il y a des choses qu'on ne peut plus faire ensemble. On n'est pas obligé d'être des amis pour être des voisins. On n'est pas obligé d'être des collègues pour être des voisins. Tu peux être mon voisin, mais on ne se visite pas. Tu peux être mon voisin, mon collègue, même je ne te connais qu'au travail. Ça veut dire qu'elles ont une relation compliquée, peut-être d'amitié après travail, qui débouche sur l'hypocrisie et l'égoïsme. C'est-à-dire que tout pour moi, rien pour l'autre, ou encore je suis amie avec elle, ou encore je suis collègue avec elle, mais je chichi derrière elle. Donc, ce qui fait que à un moment donné, elle-même, elle se méfie. Elle se dit que peut-être l'autre vient l'espionner, l'autre vient questionner sur sa vie, l'autre vient s'intéresser à elle, l'autre vient. Et pourtant, ce n'est pas véritablement ça. Je me dis bien, on peut être collègue, habiter dans la même cité, mais jamais je ne connaîtrai le rideau de ta maison. C'est parce que on sait que notre relation reste au travail. Maintenant, elles peuvent être des collègues qui ont l'habitude même de fréquenter des milieux ensemble. C'est-à-dire, elles peuvent aller dans des boîtes de nuit ensemble, elles peuvent fréquenter des hommes qui se connaissent, elles peuvent. Et puis à un moment donné, on dit non, moi j'ai quand même une vie que je veux préserver. Il y a quand même des personnes qu'elle ne connaît pas dans ma vie, que je ne veux pas qu'elle connaisse. Et puis on se dit que l'autre, elle intruse pour ma vie. Et pourtant, ce n'est pas ça. Parce qu'elle a pris la relation qu'elles entretiennent du côté de la base, c'est-à-dire de la base même de la relation entre femmes, c'est-à-dire de l'hypocrisie. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on peut être collègue et ne pas être des amis. Et tu peux venir faire le voir bébé chez moi sans lorgner ma maison. Peut-être que la mienne est plus belle que la tienne. Et je suis venue, j'ai besoin. C'est un besoin que quelqu'un exprime. Et la relation entre bailleresse et locataire, c'est une relation client-acheteur. Donc, je paye ma maison, j'habite dans ma maison, je n'ai pas besoin de connaître un voisin pour vivre dans cette maison. Ce qui fait que la locataire ou sa collègue n'a pas le droit d'aller chez la bailleresse, dire que je ne veux pas cette dame-là. Et même la bailleresse, elle m'a l'air un peu plus faible. Elle m'a l'air un peu faible parce que il y a des personnes qui sont même des frères qui louent dans la même cité, mais qui ne se visitent pas. Je ne comprends pas pourquoi il y a ce problème-là. Peut-être que c'est même elle qui habite déjà dans la maison qui est le problème. D'accord. Non, sauf que, monsieur Lifopoussi, sauf que quand vous êtes dans la maison de quelqu'un, après 3-4 ans, vous ne pouvez plus être considéré comme un étranger. Vous êtes considéré comme un membre déjà de la famille de ce bailleur, parce que votre malheur sera le malheur du bailleur et votre bonheur
Donc, votre avis... Tout ça pour dire quoi? Ça dépend de là où vous louez, hein. Votre avis compte, monsieur Rifo. Dans les Quitte à ce maisons que où vous on allez loue. rencontrer le bailleur, vous lui dites, écoutez, pour la préservation de la paix sociale dans la cité, pour la préservation, vous pouvez énoncer des règles qui font en sorte que le bailleur vous écoute ou pas. Dans les maisons où on loue et on paye chez un huissier ou encore dans une banque, il n'y a pas de ça. Ami ou pas ami, on habite dans la même cité. D'accord, très bien. Les huissiers. Merci. On va... tendance. Mais quand même, quand cette femme va dire à son patron que sa collègue est une satan, est-ce que c'est pas quand même un peu exagéré? Non, on n'a pas exagéré. Dans tous les cas, c'est bien quand le boss est au courant. Comme ça, entre-temps, il va savoir qui est qui parmi ses employés. Nous, les femmes, on aime trop faire le Congo centre. Donc, on se jalouse parfois. Il y a des moments où tu es dans une société, une collègue te regarde là, elle rit, mais au fond, elle est jalouse de toi, elle t'envie. Ma chérie, je suis même avec toi. Si tu savais, non, le jour du bois bébé, là, tu as enlevé la plaque. C'est que tu as perdu la tête. Souvent, quand on est dans les cérémonies, on oublie tout. Tu as enlevé la plaque et elle partait, tu remettais. Parce que quoi? Quand la collègue va vivre peut-être dans la même cité ou encore même appartement que toi. Le Congo, ça sur ton nom, ce que tu faisais avant au bureau, les gens vont être au courant, même si on ne te dit pas. Quand tu vas passer, on va faire. C'est une verre. La fille là, c'est une verre. L'homme verre, c'est le L pour les femmes qui. Donc, l'inverre, c'est les gens qui peuvent à commander les choses. Donc, tout ce que tu fais au quartier, si tu demandais le tamis au bureau, c'est que elle a demandé le tamis. Si tu demandais les habits pour porter, parce qu'on se demande les habits. Et toi, tu expliques un mot difficile par un mot plus dur. L.O. c'est quoi? L'homme verre, L.O. L'oyo, donc l'homme verre. L'oyo. L'oyo, donc ça qu'on appelle l'inverre. Demandez. Les gens qui pensent à commander. Donc, elle a son jardin secret qu'elle veut garder, elle ne veut pas qu'on sache. Et si tu le loues, est-ce que si tu le loues pas là, tu ne vas pas mourir? Ne loue pas aussi là-bas. Ne loue pas là-bas. Faut pas ne loue pas toi là-bas. Peut-être que dans la nuit, elle a ces choses qu'elle fait. Elle ne veut pas qu'on soit au courant. Pourquoi pas? Après le bureau, c'est business qu'elle peut traiter derrière. Et elle veut garder ça pour elle. Elle n'a pas besoin que tout le monde entier soit au courant. Et nous, les femmes avec le Congo, ça, nous sommes les championnes en Congo, ça. Et parfois, quand on fait le Congo, ça, il faut voir quand une femme fait le Congo, ça. On fait le Congo, ça, étant concentré. Maman, tendance, voir comme elle est belle. Elle est seulement belle comme vous la voyez là. Viens chez elle. N'est-ce pas, on te voit, bébé. Maman, hey, qu'est-ce qui est arrivé? Les habits de son mari étaient lancés comme ça. Les caleçons des enfants étaient lancés comme ça. Les enfants mangeaient la nourriture sans poisson. On connaît tout ça. Chacun gère son couloir. Je peux même louer à l'Opom. Ma collègue veut louer. Je dis que maman, pardon. Mieux tu pas louer même loin à Bonamou, ça dit, ouais, panda. Je ne me mélange pas avec toi. D'accord. Logique à la réunion, on se retrouve à la réunion. Ma chérie, enlève la plaque. Toi, me joue, enlève la plaque. Logique, tu sais que l'une de tes collègues va encore venir à la maison. Ne mets plus la plaque dehors. Dès qu'elle part, tu remets. Et la bailleresse, pardon, si elle te parle, elle me ressent. Elle comprend que c'est son corps. Elle sait ce que cette collègue elle est capable de faire. Maman, ne prends pas l'argent là, pardon. Elle va aller chercher ailleurs. Tu es obligé de venir rester à côté de moi. Je savais qu'il y avait les appartements, je ne t'ai pas dit. Ne forçons rien. On ne force rien dans la vie. Donc, maman, de grâce, cherche ailleurs. Conseil de mamie Jujube. D'accord, très bien. Après, oui, même à l'église, quand on passe souvent, si tu veux rester à l'église pour voir, ce que tu vas voir, ce que tu n'as pas encore vu. Donc, quand vous finissez les églises, la partez haut. Mais qui te dit que ne reste pas, si tu restes, tu veux voir ce que tu vas chercher par voir, ce que tu voulais voir. D'accord, on va lire quelques messages de téléspectateurs ce matin. Avec vous, Karine Sontia. Il y a un téléspectateur qui nous dit qu'il y a des gens qui aiment fouiner dans la vie des autres. Sûrement, sa collègue a une raison valable pour dire cela. Moi, je suis très d'accord avec elle. Sûrement, elle doit être commère et fouineuse. Habiter avec un collègue dans le même camp. Habiter avec un collègue dans le même camp, c'est... Un instant, s'il vous plaît. Habiter avec un collègue dans le même camp finira par avoir des problèmes tôt ou tard. Je suis d'accord avec celle qui refuse sa collègue. Douala à Ambam. Un autre message qui nous arrive à l'instant. Il faut le message. On est collègues, on n'est pas amis. Chacun doit être dans son coin. Même si tu dis au patron, même si tu pas dit au patron, le boss me convoque, je vais lui répondre. Non, mais je veux dire. Le boss ne mange personne. C'est un message qui corrobore votre. Non, le boss est monsieur, il faut pousser. Ça se voit dans la vie. C'est-à-dire, parfois, vous voyez des personnes qui marchent
ensemble, peut-être vous êtes assis, on vient, on salue tel, on a une certaine différence pour tel et l'autre à côté. Ça crée que vous le voulez ou non. On a eu à le vivre, M. Éric Fopoussi. Moi j'ai eu à être témoin d'une scène où c'est deux collègues justement qui habitent dans le même quartier, qui sont voisines dans le même quartier, mais l'autre avait son comportement regardait plus ce que faisait sa collègue. Et tous les jours, comme il y avait des hommes différents qui venaient déposer, lorsqu'elle voyait un jour elle vient à l'entreprise, elle dit que vraiment tel là c'est vraiment c'est une cata, monsieur Éric Fopoussi. Alors c'est allé de bouche à oreille, finalement c'est tombé. On a dû arbitrer, cette situation a dû être arbitrée auprès de la plus haute hiérarchie administrative de l'entreprise. Or, c'est des choses que chacun, vous ne connaissez pas ce qu'elle vit, avec qui elle traite, d'où elle vient, d'où elle sort. Ça prête toujours à confusion. Moi-même, il y a une collègue, et c'est tel le nom, qui cherchait la maison, Bassi m'a amené, qu'il y a encore les appartements chez elle. J'ai dit que non, Bassi. Je ne veux même pas savoir où elle habite. J'ai moi refusé parce que peut-être je me connais aussi souvent. J'ai dit que non, Bassi, papa, pardon. Ne m'amène même pas où ma collègue là habite. Je ne veux même pas savoir connaître son couloir. Je ne veux pas. Je veux pas. Et les gens qui sont là, te disent que je vais aller voir le patron. Le patron ne mange personne. C'est un boss. Et il comprend le problème de tout le monde. D'accord. Oui. En tout cas, je fais juste remarquer et observer que cette collègue aurait peut-être, avec ses moyens, pu acheter un terrain près de là-bas et construire sa maison. Qu'est-ce qu'elle aurait fait? Demander au propriétaire de ne pas vendre le terrain à sa collègue. Je prends l'exemple. Donc, il faut quand même à un moment donné avoir une réaction, mais il y a de la manière dans la réaction. Oui, allez-y. Un autre message, si la collègue en question vit seule, c'est qu'elle a une relation avec son patron. Merci. Le champ des hypothèses, on y est totalement. Un autre, soit elle a peur que tout ce qu'elle fait dans le noir soit dévoilé à son homme, ou alors elle craint que sa vie soit étalée au lieu de travail. C'est une femme qui aime connaître la vie des autres, mais veut cacher la sienne. Bertrand depuis Dakar. Je peux me sortir avec l'un de mes collègues et tu connais. Mon nom pas au bureau que dans les couloirs ils font comme s'ils ne se saluent pas. Pourtant au quartier ils dorment ensemble. Je ne veux pas. D'accord. Ok. Je suis avec l'un de mes collègues. Pourquoi pas? Merci. Tu dis qu'au couloir ils font semblant. Voilà. On va tout de suite, madame, monsieur, prendre la suite. C'est la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question du franc CFA. On développe tant de sujets ces derniers jours sur la question du franc CFA. À quoi nous sert au juste le franc de la communauté financière africaine et le franc de la coopération financière en Afrique centrale? 2 francs CFA. Quel a été l'impact du franc CFA sur le développement des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale? Qui bénéficie des intérêts que rapporte notre argent? Qui? Faut-il garder le franc CFA ou en sortir? Comment comprendre le fait pour les banques centrales de la zone franc de déposer obligatoirement 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor français sur un compte dit d'opération? Comment comprendre cette dépendance monétaire? N'est-ce pas un impôt colonial que les pays africains continuent de verser à la France? Et pourtant ces pays africains sont indépendants depuis plus d'un demi-siècle. Savez-vous qu'en 2015, les dépôts de la BEAC et de la BCAO dans les coffres du Trésor représentaient des milliards d'euros? Savez-vous que ces dépôts privent les pays concernés de liquidités et leur fait perdre une partie de leur souveraineté? Savez-vous que l'existence du franc CFA induit automatiquement le maintien de relations étroites avec la France à travers l'attachement à l'eurozone et au marché unique européen? Comment comprendre que les gouverneurs de la BCAO et de la BEAC n'ont pas les coups de franche pour faire varier le cours de leur monnaie? Comment comprendre que la parité du franc CFA avec l'euro
les oblige à calquer leur politique sur celle de la BCE, la Banque centrale. Comment comprendre qu'un échange de biens ou de services ne peut s'effectuer librement entre les zones UEMOA et CEMAC avec le franc CFA parce qu'il n'y a pas libre convertibilité entre les monnaies émises par les deux banques centrales malgré qu'elles utilisent la même monnaie? Comment comprendre qu'aujourd'hui, sur 14 pays, sur 14 États africains membres du CFA, seuls les 4 dirigeants sahéliens du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Tchad ont manifesté leur opposition officielle à cette monnaie? Comment comprendre qu'alors que certains clament haut et fort que le franc CFA a permis une stabilité monétaire et financière, une maîtrise de l'inflation, alors que depuis sa création, le niveau de vie des populations de l'UEMOA et de la CEMAC n'a guère évolué positivement? Et oui, n'ayons pas peur des mots. Le sort du franc CFA se décide à Paris et à Francfort. Or, les priorités pour l'Europe ne sont pas celles des pays africains. Savez-vous que l'arrimage à l'euro fait subir au franc CFA les fluctuations de la monnaie européenne avec des conséquences parfois néfastes pour les exportations des pays de la zone lorsque l'euro est fort? Rappelons-nous des frasques de 2014. Savez-vous que depuis bientôt 20 ans, la France n'a plus de monnaie nationale et l'essentiel des intérêts économiques français sont situés hors de la zone franc, avec le trésor français qui continue à garantir la convertibilité illimitée en euros de 4 monnaies dans le monde, celle des 2 zones CFA, le franc pacifique, ainsi qu'une monnaie nationale, le franc comorien, depuis 1979. Savez-vous que sortir du franc CFA ne revient plus seulement à échapper à la seule influence de l'ancienne métropole, mais à décrocher une partie de l'Afrique des partenaires commerciaux et d'investisseurs de tout le continent européen? Savez-vous que si l'euro s'apprécie par rapport au dollar, la dette des pays de la zone franc augmente mécaniquement et il y a une surévaluation du taux de change qui pénalise leur compétitivité? Savez-vous que ce système profite grandement à la France étant donné que la libre-échange des capitaux permet à toutes les entreprises étrangères d'investir sur place en Afrique, puisque les banques d'Afrique, qui sont pourtant en surliquidité, sont obligées de limiter les prêts aux entreprises locales. Conséquence, on va passer le temps en Afrique à continuellement et perpétuellement importer. Comment comprendre qu'il y a moins de crédit, moins de financement dans les pays, en conséquence, moins d'investissement, moins d'infrastructures, dont le développement ne pourra donc être au rendez-vous pour les pays africains de l'UEMOA et la CEMAC? Rappelons-nous du sort qui a été réservé aux précurseurs de ce combat: Ahmed Sékou Touré, Sylvanus Olympio, Modibo Keïta, Thomas Sankara et Muammar Kadhafi. Et donc, on va en parler ce matin, madame, monsieur, avec cette question forte sur le franc CFA. D'abord, 2 ouvrages qu'on vous conseille de lire pour saisir donc cette question. D'abord, L'arme invisible de la France-Afrique, 2 points. Histoire de franc CFA, livre écrit par la journaliste française donc Fanny Pigeot et le Sénégalais Dongo Samba Silla. L'autre livre est un livre d'un Camerounais, Monnaie, servitude et liberté, du professeur Tunjian Pouemi, lui également qui a peut-être donc été chopé par la mort à cause de cet ouvrage qui déjà jetait les jalons et posait les bases de ce front africain anti-franc CFA. Il fallait donc que cette Afrique, ces 14 États africains qui ont encore en commun cette monnaie coloniale puissent en sortir et donc désormais établir et faire comprendre au monde entier que désormais leur indépendance était totale et acquise. Mais sauf que avec ce franc CFA, on continue à avoir de nombreuses spéculations autour d'un débat intellectuel, on va le dire, et même parfois philosophique, entre les pro-franc CFA et les anti-franc CFA. Les arguments, vous le savez, s'affrontent régulièrement. On va également dire que tout récemment, il y a encore cet incident diplomatique entre l'Italie et la France suite à la sortie de Luigi, le vice-premier ministre italien, qui avait clairement dit que la France sans le franc CFA et sans
ces colonies, entre guillemets, africaines, cette France-là serait 20e puissance mondiale et pas la 6e puissance comme on le voit maintenant. C'est dire que le franc CFA et même la domination française en Afrique reste un avantage certain pour la France, même si cette même France semble ne pas vouloir le reconnaître. Souvenez-vous de ces propos de Michel Sapin et même de Emmanuel Macron qui disait que si les Africains voulaient sortir du franc CFA, il fallait juste en faire la demande. En tout cas, depuis lors, nous sommes là dans le statu quo, mais on va le dire que de plus en plus des voix s'élèvent et que le compte à rebours a commencé et que finalement, il est inéluctable pour l'Afrique francophone de sortir de cette monnaie coloniale d'oppression, de domination, d'impérialisme qu'est le franc CFA. Bon, Bengan, commentaire. D'abord, je pense qu'il faut donner quelques pistes de réponse à la colère de Charlemagne lorsqu'il questionne, ou alors il apporte un certain questionnement. À quoi nous sert le franc CFA? Le franc CFA sert à aider la France au rayonnement mondial. Ça, il n'y a pas à son rayonnement mondial. À son rayonnement mondial. Oui. Je vais prendre deux propos pour l'attester. Le premier, vous venez de le dire, par les autorités italiennes. Ils sont des voisins, ils savent. Au moins, on a la chance aujourd'hui que le ton commence à venir de chez eux. Oui. La deuxième, c'est Madame Christine Robinson, quand elle partait, elle était en fin de séjour au Cameroun comme ambassadeur de France au Cameroun, elle a dit, pour le Cameroun, aide à faire monter la voix de la France sur le plan international. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on a appelé indépendance dans les années 60 n'était pas une indépendance. N'était pas une indépendance. Et ce débat a tellement animé j'allais dire les milieux africains et même européens pendant les années 50 et 60, au point où la France négocie avec l'Organisation des Nations Unies pour avoir un précaré en Afrique. Et c'est ce qui aboutit depuis 1973 à ce qu'on appelle malencontreusement les sommets France-Afrique. Je vais vous citer quelques exemples seulement pour vous montrer que effectivement l'Afrique ne profite rien du franc CFA. J'ai dit bien rien, et là alors rien du tout. Donc dans la fausse stabilité qui nous est vendue. Voilà, c'est une fausse stabilité. Ils savent. Et justement, lorsque le président français actuel tient ses propos, c'est des propos, j'allais dire, de quelqu'un qui vous dit, mais parlez alors, je vous cogne. Et vous avez vu, tout le monde s'est tu. Il dit, c'est lui qui ose lever la tête, je vois, qui cogne. Il va cogner. Donc, 1976, par exemple, je vous prends ce cas pour aller vite, il se tient le 3e sommet France-Afrique, je pense que c'est tenu à Paris. Lorsque les intellectuels, parmi lesquels Tchoundian Pouemi, qui travaillait encore pour le FMI, commençait avec beaucoup d'autres Sénégalais, s'insurger contre. Ils ont dit qu'ils allaient créer 2 fonds d'aide pour l'Afrique. Mais attendez, la France a tellement de l'argent et tellement de bonnes intentions qu'il va aider l'Afrique. Comme ça, parce que j'ai dit, mais attends, c'est un bon samaritain. Voilà un bon samaritain, qui vont aider l'Afrique. Mère Teresa. Voilà, ils n'ont pas créé un seul, mais 2 fonds d'aide pour l'Afrique. Ça, c'est le sommet de 76 à Paris. Jusqu'à aujourd'hui, 2019, il n'y a jamais eu de fonds d'aide. Aucun. Ils ont proposé 2, mais il n'y a eu aucun. De 77, le 4e sommet se tient à Dakar. Et le débat a continué. En français, on dit, le thème c'était développement comme priorité en Afrique. Que veut dire développement? C'est Paul Houvelin, entendez bien Paul Houvelin, qui était président du conseil français, du conseil du patronat français. Il a dit qu'on va créer une certaine, une action concertée pour le développement de l'Afrique. Action concertée pour le développement de l'Afrique. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais créé cette action. Mais sauf qu'en 1980, chose curieuse, le sommet se tient à Nice. 12 pays africains trouvent leur revenu de pétrole multiplié par 25. C'est-à-dire que le compte d'opération à Paris augmente. Et on dit non. Où sont donc les solutions pour le développement en Afrique? Et il faudrait dire ça, parce qu'en fait, c'est là où beaucoup de nos intellectuels ne comprennent pas. Lorsque Paul Houvelin parle, il parle bien de action concertée pour le développement en Afrique.
Mais les Africains qui sont dans l'émotion et ils voient le développement de l'Afrique, alors que lui, il a été clair. Vous n'allez pas reprendre ici les thèses hegeliennes pour dire que l'Africain n'est que... Non, justement, ou alors ils sont payés pour ça. Le gars parle du développement des entreprises françaises en Afrique et il voit le développement de l'Afrique, alors que le gars n'a jamais... que leur mauvaise foi légendaire a fait en sorte qu'ils concèdent cela. Mais non, le pic vient avec Mitterrand. Oui. Avec Mitterrand, qu'on a suivi en 81, le sommet se tient en novembre à Paris. Mitterrand promet de porter à 0,7% l'aide de la France en Afrique, de PIB, 0,7% du PIB. De l'aide qu'on va accorder, il est parti, il a fait 14 ans de pouvoir jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais porté cette aide à ce niveau-là. Jusqu'en 92, quand son premier ministre Pierre Bérégovoy arrive à Libreville, au sommet de Libreville, il dit, vraiment, il jure sur son nom propre, à son nom propre, au nom de la France, au nom de François Mitterrand qui était empêché, qu'il n'y aurait jamais de dévaluation de franc CFA. 18 mois plus tard, on a dévalué le franc CFA. Et on a même pris un ministre camerounais, Antoine Timi, il nous regarde encore, pour dire comment les effets mécaniques de la dévaluation vont porter l'Afrique au devant de la scène. Jusqu'à aujourd'hui, rien de tout. Donc toutes ces manœuvres pour montrer que la France tient le franc CFA comme étant une prise en otage de nos économies africaines. Absolument. Oui. Je vous dis, ça a été une concertation avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, et à l'époque, on appelait General Agreement on Tariff and Trade, qui est devenu l'Organisation mondiale de commerce en 2002. Donc, on accepte au niveau à ce que vous appelez malencontreusement la communauté internationale en disant, si on enlève l'Afrique à la France va chuter. On fait comment? Laissons donc que la France exploite l'Afrique. C'est comme ça, vous prenez ça d'une autre manière, cher ami. Ce sera d'accord. Bon, c'est compris. Alors, Charles, sur cette question, on va peut-être prendre une pause, parce que l'émission, le temps nous est imparti, est clairement en train de s'écouler. On n'a pas le temps de continuer avec vous. On va prendre une pause et nous serons de retour juste après pour avoir vos commentaires sur cette question du franc CFA. Et on va annoncer également les propos de Alassane Dramane Ouattara, le président ivoirien, qui a lui également fait une sortie polémique il y a quelques heures seulement, dans quelques jours encore, ce week-end, sur le perron de l'Élysée en France. On voit très bien que la question, évidemment, est au cœur de toutes les controverses sur le continent africain. Madame, Monsieur, on se retrouve juste dans un court instant pour la suite du 10-12 Le Zénith. Retour sur ce plateau, madame, monsieur, pour cette deuxième partie du 10-12 Le Zénith. Nous sommes le lundi 18 février 2019 et pour cette deuxième partie, on va donc prendre quelques messages. Mais avant, j'aimerais, Chalamel, que vous puissiez faire un commentaire sur ce qui a été dit tout à l'heure sur donc la colère et le franc CFA, lequel franc CFA est au cœur de toutes les controverses en ce moment sur le sol africain et même en France. Monsieur Eric Fopoussi, la monnaie d'une moneta, la monnaie doit être au service de la croissance et du développement. Oui. Pour cela, il faut des crédits. Or, monsieur Eric Fopoussi, le ratio crédit à l'économie sur le produit intérieur brut dans les pays de la zone franc est à 23%, tandis qu'il a plus de 100% dans la zone euro. Vous vous rendez bien compte à partir de là qu'il sert plus les intérêts de la France que les intérêts des pauvres Africains que nous sommes. Deuxième point, les exportations de l'UEMOA vers la zone CEMAC n'ont jamais dépassé les 2%. Monsieur Eric Fopoussi, les exportations du pays de la zone CEMAC vers la zone de l'UEMOA n'ont jamais dépassé les 3%. Monsieur Eric Fopoussi, vous vous rendez donc compte que ça ne sert à rien de se vanter. Nous avons la même monnaie, mais nous ne pouvons pas l'utiliser. Si un Sénégalais décide de venir au Cameroun, monsieur Eric Fopoussi, il n'aura pas la possibilité d'utiliser le franc de l'Afrique de l'Ouest, le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest. Pour qu'il utilise le franc CFA, il va devoir convertir le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest en euros. Voilà. Et de l'euro au franc CFA. Tout à fait. Vous-même regardez le travail qu'il faut accomplir pour pouvoir utiliser. Je dis pourtant, le Sénégal et le Cameroun utilisent le franc CFA. Il faut convertir. Il faut garder la convertibilité. Ça, c'est le point. Monsieur, il faut pousser aucun pays, aucun des 14 pays
aucun des 14 pays utilisant le franc CFA ne font partie du top 10 des pays africains. Et je pense aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, et vous allez me donner raison, monsieur Lifopoussi, que l'indice de développement humain de 2015 de ces 14 pays, ils sont les tout derniers. Les pays de la zone CFA, la zone CFA, sont les tout derniers, monsieur Lifopoussi. Lorsqu'on calcule les 20 dernières places, ils occupent les 20 dernières places du classement de l'indice l'IDH, indice de développement humain. Donc, vous vous rendez compte que ça ne nous a jamais aidé par rapport aux zones des pays anglophones. Vous allez vous rendre compte qu'en 2015, la CEMAC a créé 1535 $ de richesse par habitant. L'UEMOA, 733 $ par habitant contre 1381 $ pour le Ghana et 2640 pour le Nigeria. Donc, vous vous rendez compte que les pays qui ont à eux leur propre monnaie ont cette possibilité de pouvoir s'en sortir. D'accord. Alors, j'aimerais juste vous faire une observation qui est d'ailleurs reprise par certaines personnes qui estiment que mettre le curseur du débat sur le franc CFA aux performances économiques de nos États serait inutile, eu égard à tout ce qu'on peut imaginer comme mauvaise gouvernance et détournement de fonds publics dans nos États, que même si nous avions notre monnaie, ces contingences-là continueront à nous maintenir dans la pauvreté et que davantage on doit convoquer l'indépendance, la fierté, la souveraineté de nos États lorsqu'on évoque la question du franc CFA. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? Monsieur Eric Fopoussi, c'est de l'amusement. La corruption n'existe pas. Il n'y a pas de corruption au Nigeria? Non. La France est une puissance mondiale parce qu'elle est corrompue. Et non seulement parce qu'elle continue l'impérialisme qui est condamné par l'Organisation des Nations Unies. Et parce que c'est validé par les 14 chefs d'État, on va dire que c'est bon. Voilà. Donc, quand c'est mauvais, on dit que c'est mauvais. La France, justement, entretient le banditisme économique. En plus du banditisme politique, que d'ailleurs, elle n'est pas encore morte. Madame Eva Joly, elle a pris sur elle de montrer comment elle a fait pour les États africains. Donc, ce banditisme économique continue, mais nos chefs d'État applaudissent. Et c'est ça qui est marrant. Mais justement... Et justement parce que ce que Charles Hamel veut dire là, c'est en fait quoi? C'est qu'on a refusé. Ou alors, si vous voulez, la France a refusé de créer un marché en Afrique. Même parlons seulement des pays qui ont en commun le franc CFA. Pourquoi on refuse de créer un marché entre ces États? C'est précisément ce banditisme qui l'amène à être là où il est. Et c'est ce que dénoncent ses voisins italiens. Alors, donc, apporter ce débat à ce niveau-là, j'allais dire que parmi les bandits, des pays bandits au monde, la France est parmi la question que j'aimerais, le sens de la question d'ailleurs, c'est de savoir, est-ce que le combat de la sortie du franc CFA, est-ce un combat politique ou un combat économique? C'est un combat politique. C'est un combat politique, c'est un combat politique, il restera un combat politique. Lorsque le CIDI ghanéen a été validé, à un moment donné, on a commencé à saboter, mais le Ghana est resté. Ce n'est pas parce que le Ghana avait anéanti toutes les poches de corruption dans son pays. Voilà. Non. Le Nigeria, avec le reste, avec le Naira, pourquoi on refuse même de faire le marché avec le Nigeria voisin, qui depuis 2013 est le premier partenaire camerounais en matière de produits manufacturés. Et vous savez ce que le Ghana et le Nigeria représentent dans l'Afrique de l'Ouest? Ils ont une même banque, une banque centrale, alors qu'ils n'ont pas la même monnaie. Oui. Alors, et nous, on ne peut pas commercialiser avec le Gabon, avec la Guinée équatoriale. Je rappelle juste que, justement, dans la zone CEDEAO, il y a ce projet de monnaie unique. Est-ce que les déclarations, les propos d'Alassane Ouattara ce week-end opérant l'Élysée pourraient être, on va le dire comme ça, un frein à ce projet commun de la CEDEAO? Parce que vous savez évidemment que 2020, il y aura des élections en Côte d'Ivoire. On peut imaginer qu'il se fait un calcul, il veut se faire donc un troisième mandat avec le sceau et l'onction de la puissance coloniale. Et donc, pourquoi pas, pour le coup, flatter son ego et évoquer les bienfaits de ce franc CFA-là. Je ne sais pas si vous avez une réaction par rapport à ça. Oui. Tout le monde le sait. Et lui, Ouattara en premier, le président Ouattara en premier, il est là pour pérenniser le comptoir colonial français. Il est le porte-voix de la France en Afrique. Et je vous rappelle que si le Cameroun a atteint le point d'achèvement d'initiative PPTE,
c'est précisément parce que le premier ministre camerounais de l'époque, Peter Mafani Moussongue, est le camarade d'université d'Alassane Ouattara. C'est lui qui le fait venir ici en novembre 1997 pour négocier certaines facilités. À l'époque, il était au FMI. Oui, à l'époque, il était vice-président du FMI. Oui. Donc, lui, pourquoi on le met là? On le met précisément parce que la France est en difficulté. Et les élans qui viennent avec la puissance du Nigeria, du Ghana, fait que la France risque de perdre le contrôle de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Que faire? La France avait envisagé dans un premier temps de faire la dévaluation dans la zone CEMAC en maintenant la zone de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, les données semblent changer. Ou alors, elle est en train d'avoir la température à travers le président Ouattara, par exemple, qui va l'amener à avoir une visibilité, mais surtout une influence pour qu'elle ne perde pas la face. En tout cas, c'est un problème éminemment politique. Ce n'est pas un problème économique. Il faut dire que la réaction même que tu as eue, j'aurais souhaité, si M. Likfopossi, qu'on puisse écouter, même Ouattara, qu'on puisse écouter, que la région nous permette au moins d'écouter ce que le président Ouattara a eu à dire ce week-end concernant le franc CFA, pour voir jusqu'à quel point les chefs d'État africains aujourd'hui restent attachés sous perfusion de cette mamelle nourricière. Oui. Je tiens à faire cette déclaration qui est importante. Voyez-vous, je ne veux pas faire preuve de manque d'humilité, mais moi j'ai été directeur des études de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, qui émet le franc CFA. J'ai été vice-gouverneur, j'ai été gouverneur de la BCEAO, j'ai été directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Alors je crois qu'il faut que ce débat cesse, que des gens en parlent sans savoir de quoi ils parlent. Le franc CFA est notre monnaie. C'est la monnaie des pays qui l'ont librement consenti et qui l'ont mise en place de manière souveraine. Et ce, depuis l'indépendance, depuis 1960. Le franc CFA est plus ancien que l'euro. Alors, personne ne parle de l'euro. Et ceci ne semble pas poser de problème. Alors, je ne comprends pas ce faux débat sur le franc CFA. Alors, je tenais à le préciser. Le franc CFA est une monnaie solide. C'est une monnaie qui est gérée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dont j'ai été le gouverneur, dont je suis aujourd'hui gouverneur honoraire, gérée uniquement par les Africains. Et c'est une monnaie qui est en circulation, pas seulement dans les 8 États membres de l'Afrique de l'Ouest, mais dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Si vous allez en Mauritanie, si vous allez au Ghana, au Nigeria, vous allez au Libéria, en Sierra Leone, dans d'autres pays, en Gambie, mais dans tous ces pays, les populations acceptent et utilisent le franc CFA. Si cette monnaie était autant décriée, pourquoi voulez-vous que des pays qui ne sont pas membres du franc CFA, que leur population irait chercher des francs CFA? Mais par contre, dans la zone de CFA Afrique de l'Ouest, nous n'avons pas de monnaie des pays voisins. Parce que cette monnaie est solide, elle est appréciée, elle est bien gérée. Les 8 économies qui la composent sont parmi les meilleures en performance économique. Le taux de croissance est au-delà de 6%. L'inflation est basse. La pauvreté se réduit. Les déficits sont maîtrisés parce que nous sommes ensemble et la solidarité. Voilà, alors qu'il donnait les avantages du franc CFA. Oui, et Chalamel. Monsieur Likfopossi, en 2018, le budget de la Côte d'Ivoire était, qui est le plus élevé, il faut le préciser, de l'Afrique subsaharienne, était de 10,2 milliards d'euros pour une population de 23,7 millions d'habitants ou 3 personnes sur 4 ont moins de 35 ans, avec un taux de pauvreté de 46,3%. Mais quand il le dit, M. Likfopossi, vous voyez qu'il y a pratiquement un paradoxe entre ce qu'il dit. C'est lui qui évite le vrai débat. Lorsque lui, son pays, la Côte d'Ivoire, achète à l'étranger, son argent est gardé où? Pourquoi il ne parle pas de compte d'opération en France? Deuxième chose, il a été gouverneur de la Banque ouest-africaine, comme il dit. Mais qui détient la minorité de blocage dans cette banque jusqu'aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui, voilà. Si ce n'est pas la France. Donc, vous ne pouvez pas vous développer si la France de faire. En fait, on l'a appelé pour porter, pour nous amener vers un faux débat. Parce que là, il faut le dire, vers un faux débat. Aujourd'hui, les 6 pays, il est le chantre, il est l'avocat de France CFA là-bas,
qu'ils nous disent la situation des 6 pays, par exemple de la CEMAC, au stade actuel, où ils n'ont rien dans le code d'opération. À ce moment, le président... Donc ça, c'est selon des indiscrétions. Hein. C'est pas officiel. J'ai des sources, je peux les citer, des cercles du monde diplomatique. Donc, quand ce débat commence, nous aussi, j'ai une autre vie. Donc, il le dit là parce qu'il porte la voix. Précisément parce que venant de l'Italie, on a peur que les autres pays de l'Union européenne puissent accaparer le débat. Et c'est pour ça que moi, je soutiens l'action des Africains qui ont dit qu'ils vont continuer d'abord à faire un tapage au sein de l'espace européen. D'accord. Pour cela. Mais maintenant, nos chefs d'État, il faudrait bien qu'on commence à trouver un moyen pour les amener à... Je voudrais, juste à votre suite, Bengan, signaler que le vice-premier ministre italien Luigi Di Maio, avec les remords, dit que si jamais l'on sort de ce franc CFA, les 14 pays africains, la France, qui est aujourd'hui la 6e puissance mondiale, va se retrouver 20e, 25e puissance mondiale. Ce sera une dégringolade totale. Pour la France si jamais ça se passe. Donc les enjeux sont énormes. C'est pourquoi il y a tant de réticence justement. Il y a ce mur, ce front qui est dressé contre les panafricanistes, contre ceux qui veulent que l'on sorte du franc CFA. Oui, tendance. Oui. Il a cité presque, je n'ai pas compté les pays africains qu'il a cités, mais il n'a pas prononcé le nom du Cameroun. Ça devait être flagrant. Est-ce qu'il a un problème avec le Cameroun? Père Ouattara. Père Ouattara, si tu as un problème avec le Cameroun, signale à temps. Parce que c'est que nous sommes les enfants d'une même mère et d'un même père. J'ai entendu. On va dire que tu as parlé avec un collègue en politique. L'autre là, j'étais à temps. Donc, j'ai écouté ça avec mes 2 oreilles. Tu as cité le Ghana. Tu as cité encore quel pays? C'est le pays qui utilise le franc, leur monnaie. Oui, mais mon problème, c'est pourquoi il n'a pas prononcé le nom du Cameroun. Non, parce que le Cameroun utilise pas la même monnaie. On a le franc CFA. Je veux comprendre, parce que c'est ce qu'il voulait comprendre. Non, il a juste fait, il a pris un exemple pour dire que le franc CFA est bien, en disant que même les pays qui ont leur propre monnaie respectent le franc CFA, respectent le franc CFA. Voilà, papa. Si c'est dans le sens de la noyerie, c'est ce que je comprends. Ok. C'est dans le sens qu'il comprend vraiment. Mais je croyais que c'était dans un autre sens. Non, en tout cas, c'est la même école. Hein, en tout cas, moi, je vais chuter sur cette question en disant que c'est le propre même des relations internationales France-Afrique ou encore Europe-Afrique. Dans chaque pays, on a un ancien colon qui essaye de tout garder pour lui. Et c'est la base même du néocolonialisme. On ne peut pas échanger avec un pays qui nous a colonisés sans qu'il ne domine sur nous. Ça, c'est la base. Maintenant, si vos échanges sont concentrés sur ce pays-là, c'est naturel qu'il concède, que toute votre économie lui appartienne. Et encore que toutes ces grandes banques sont installées chez vous, tout votre argent y va. Quand vous faites des échanges, que ce soit douanières ou autres, c'est d'abord lui le premier acheteur ou encore le premier vendeur. Ça veut dire que quelque part, vous savez, en fait, on a validé le néocolonialisme en Afrique et c'est ce que le président Ouattara nous dit, que la France peut continuer à le faire, peu importe ce que les pays le revendirent. L'Afrique noire, en fait. Voilà, d'accord. Et l'Afrique francophone davantage. Oui, et quelques autres pays. L'Algérie a imposé à Mitterrand, pour rétablir les relations commerciales, il fallait acheter le gaz de l'Algérie au double du prix. D'accord. Et la France a marché. C'est compris. Merci, parce que la France sait que l'Algérie s'est fait la guerre. Oui. Voilà, il faut le signaler. D'où également une autre porte pour les Africains de pouvoir avoir cette capacité de nuisance. Pouvoir faire la guerre, contre la France si jamais ça se passe. Alors, on va terminer et demander à vous, Karine Sontia, de dérouler la revue des réseaux sociaux de ce matin. Alors, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux ce matin, on va s'intéresser à 2 sujets importants, notamment Jeune Afrique qui a titré le 17 février dernier. Et ce titre fait le chou gras sur les réseaux sociaux entre ceux qui nous disent qu'il s'agit notamment d'une tentative de déstabilisation du Cameroun et certains qui disent que c'est peut-être ça qui se passe. Mais de toutes les façons, on va vous donner le titre ce matin à la une qui se passe mal. Madame la Présidente, dont l'ombre de son époux Chantal Biya a développé avec méthode ses réseaux d'influence, nomination, promotion, disgrâce, etc. Une qui passe mal dans la gorge des Camerounais qui estiment que c'est une tentative de déstabilisation et même on finit par se poser la question, faut-il interdire cet hebdomadaire au Cameroun? Et d'un autre côté, on a des Camerounais qui nous disent que c'est bien vu, c'est bien tenté, mais est-ce que ce n'est pas une atteinte aussi à l'intégrité de cet État qu'est le Cameroun?
Alors, donc, on va en parler puisque ça fait, comme vous l'avez dit, la une d'hier de Jeune Afrique qui fait beaucoup parler. Bon, Bengan, c'est vrai que même au Cameroun, hein, il y a, la presse camerounaise a souvent épilogué sur le pouvoir ou non de la première dame au sein de l'institution. Mais il faut dire que dans les pays africains, on a vu des premières dames qui avaient des pouvoirs, grâce à Mugabe par exemple, Dominique Ouattara si vous voulez, Sylvie Bongo si vous voulez, on peut en citer d'autres, ou encore Leila Ali en Tunisie en son temps. Même tout récemment en Europe, on a vu Carla Bruni Sarkozy qui avait évidemment une vraie place lors des meetings de son mari, qui donnait des ordres, tout ça. On a vu également Michelle Obama qui était elle aussi très en phase. Bon, on va dire la plus célèbre d'entre toutes, hein, c'est celle qui a contrôlé le pouvoir et qui a voulu évidemment le faire Hillary Clinton, on sait très bien. Donc toutes ces questions-là, c'est quoi? Pourquoi tant de supputations, tant de discours autour des premières dames dans le monde? Non, la première chose, je pense qu'il faut savoir, il y en a deux. Oui. La première, c'est que Jeune Afrique est l'ami de la présidence de la République du Cameroun. Ça, jusqu'à aujourd'hui, lundi, voilà. 19, ils sont des amis. La deuxième chose, où est le problème? Lorsqu'un journaliste essaye d'enquêter sur ce qui se passe, le problème c'est où? On est devenu paranoïa, c'est-à-dire on voit le complot partout. On commence même à fuir notre ombre. Mais quand vous gagnez un prix, on vous dit bien que vous avez gagné un prix. Mais lorsque vous perdez le prix, on a parlé de glissement. Il faudrait donc qu'on parle de glissement. Non. Mais vous savez que dans un contexte camerounais, juste pour vous relancer, dans le contexte camerounais, il y a que actuellement on voit la montée en puissance sur le plan des équilibres de l'État, de certaines situations qui sont rapportées. Souvenez-vous ce qu'a eu comme conséquence les déboires de Mbengo par rapport à sa communauté. Et évidemment, certains imaginent que c'est une autre communauté qui serait donc à l'origine. Et quand on sait que la première dame est originaire de cette communauté, ça alimente beaucoup de suspicions. Monsieur Fopo-Sinegou, Jeune Afrique, Afrique-Asie, vous ne l'avez peut-être pas connu. Pour d'autres journaux, on parlait de l'axe nord-sud au Cameroun. Est-ce que c'était un complot? Ce n'était pas un complot, c'est la réalité. Est-ce que le fait pour les journalistes, Jeune Afrique notamment, qui est l'ami, je dis bien l'ami de la présidence de la République, moi je peux vous apporter des numéros de Jeune Afrique. Au moment où on est en crise contre le Nigeria, le conflit de Bakassi Alaye, le Jeune Afrique sortait l'arsenal militaire camerounais à la une. Il n'y a jamais eu d'éclat de voix. Le fait pour dire que l'armée nigériane est plus équipée que l'armée camerounaise, il n'avait pas vu de complot à l'époque. Vous votez en tout ma question. Hein, oui, j'ai voté en tout ça. Sur la déstabilisation, on pourrait... Ce n'est pas de déstabilisation. Même Jeune Afrique parlait de Christophe Mitterrand à l'époque. Papa a dit, pourquoi la France n'a jamais soupçonné Jeune Afrique de complot? Bon, si nos dirigeants camerounais ne veulent pas... Sauf qu'un tel dossier sur le Cameroun pourrait... Vous savez, le Cameroun est actuellement dans un contexte où le tribalisme et l'ethnocentricité est en pleine... Il y a une libéralisation de la haine tribale. Ça peut conforter tous ceux qui entretiennent ces discours-là. Voilà, pour éviter donc ça, il faut qu'on consolide la démocratie. Il ne faudrait pas qu'au moment où on allait vers l'élection présidentielle, qu'on continue à spéculer sur qui peut être président de la République. Il faut qu'au sein du RDPC d'abord et de son appareil, et c'est la coalition, je pense que le RDPC doit avoir 25 ou 30 partis qu'ils ont coalisé depuis 1992. Qu'on sache si Bello Bouba, qui est de la majorité présidentielle, aspire à être président de la République, si Bedzigi, qui arrive là, veut être président de la République, si ça dit Laurent Esso, qu'ils ont cité, pourquoi ça pose des problèmes? Puisque les mêmes journaux font les mêmes unes, qui va remplacer Mitterrand? Est-ce Berogova était mort? Est-ce, comment vous l'appelez, Jacques Delors? Jacques Delors, vous vous rappelez qu'il était là dans un but. Est-ce Jospin? Est-ce Hollande? On dit il est encore jeune. Est-ce Fabius? La presse spéculait longuement et regardait les réseaux. Est-ce Rocard? À un moment, on vous dit,
comment Rocard a été bazooké par ses frères du Parti Socialiste, c'est tout à fait normal. Il faudrait que ce questionnement... vous n'y voyez... Il faut même aller plus loin. Est-ce que Chantal Biya aspire à être président de la République? Le complot devient où? Non, mais c'est pas ce qu'ils disent. C'est pas... Là, mais oui, j'ai dit... Ce serait moins grave de dire ça que de dire que... il commence d'abord à poser. Oui. Est-ce que la première dame est vraiment influente? Non. C'est nous qui avons dit... Quand ils ont écrit c'est écrit gros, Madame la Présidente. Ça veut dire que c'est de Cameroun. On commence à questionner. Elle est ambassadrice de bonne volonté. Maintenant, on la connaissait comme ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO. Oui. Si elle commence à mettre son nez pour les affaires politiques, il faut bien que ça intéresse le public, y compris le public camerounais. Peut-être même qu'elle sera plus à l'aise. Vous savez que dans cette affaire, il y a ce qu'on appelle la norme et il y a l'écart. Ça veut dire que Jeune Afrique prend pour norme un écart. Il n'est pas exclu que l'épouse d'un homme public ait une influence sur ses décisions. Ça se voit. Il n'y a pas d'écart. Oui, ici. Je veux dire, mais il n'y a pas d'écart. Voilà. Il n'y a pas d'écart. On peut questionner l'histoire. Lorsqu'on dit la nuit porte conseil, c'est précisément parce que madame, vous posez les questions, madame. Tout à fait. On ne peut pas imaginer. On s'était interrogé lorsque Jean Irène était décédé. Oui. Le président va-t-il rester célibataire? Va-t-il se marier? Va-t-il? Et quand il se marie, on dit, on commence à... Maintenant, il faut bien qu'on questionne le parcours de la première dame. Comment elle a pu, lui-même, je pense en 2008, avant de changer la constitution, il a dit, mon épouse est plus moderne que moi. Elle maîtrise ces choses. C'est une interview à France 24. Tout à fait. Mais ici, donc, ça veut dire qu'on a une première dame qui commence à s'intéresser à la politique. Si elle veut donc influencer, verra-t-on, madame la présidente d'honneur de l'OFRDPC venir briguer le mandat d'une session ou même de la présidente de l'OFRDPC? On n'en sait rien. Il faudrait que les Camerounais s'habituent à ça. Parce que madame Foning avait inauguré ici. C'est la première femme à venir challenger les hommes et elle les a battus aux élections. Donc, quand que les Camerounais commencent à préparer, il n'y a pas de complot. Mais de toutes les manières, même s'il y avait complot, M. François Soudan est bien l'ami du président de la République, Paul Biya. C'est des amis. Donc, il ne nous tourne pas dans des discussions qui n'étaient rien. Ce qui est certain, c'est que ça rentre dans la normalité. Peut-être même que c'est une campagne qui vient de la présidente de la République du Cameroun. Qui ne vous dit pas ça? Alors, attendez, ils peuvent leur dire là-bas et essayer, faites un ballon d'essai. Non, mais sauf que les termes utilisés dans cet article que j'ai lu, il dit autrefois sous-estimé. Qu'est-ce qu'il veut dire Qu'est-ce qu'il veut dire? On a même Jeune Afrique avec elle n'inaugure pas les chrysanthèmes. Ça commence pas aujourd'hui. Parce que moi, je peux vous montrer depuis juin 1996, lors du sommet de l'OUA qui se tient à Yaoundé, comment la presse française, notamment, c'était Jeune Afrique et Jeune Afrique Économie, commençait à regarder la première dame du Cameroun de manière graduelle. Donc, ils montrent comme si ceux qui le disent, ceux qui parlent de complot, pensent que c'est un cheveu dans la soupe qui vient de... Non. Après, c'était la première femme, la première épouse de chef d'État, qui a même fait courir la femme d'Abdou Diouf, Elisabeth Diouf. On disait même, on avait tenté à l'époque en disant, mais elle court derrière sa fille. Mais pourquoi Madame Diouf n'avait pas pris cela comme une insulte? D'accord, très bien. Alors, Chalamel, cette affaire arrive alors que, il faut qu'on le dise et on dise la vérité, il y a eu ce meeting à Nanga et Boko autour du secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, ce qui a créé tout un coïboui dans la presse camerounaise. Est-ce qu'on va dire que cette une-là peut être la réponse du berger à la bergère suite au dernier remaniement ministériel? Monsieur Eric Fopoussi, ça dérange tout simplement parce que c'est Jeune Afrique. L'ami. Ça dérange tout simplement parce que c'est Jeune Afrique. Lorsqu'on avait dessiné William Solon, qui était allé se mettre à genoux devant Franck Biya dans un restaurant pour dire que papa fait en sorte qu'on me maintienne, qu'on me reconnaisse, pourquoi est-ce que les gens n'ont pas crié? Lorsqu'on a dessiné toujours dans les mêmes, on a fait cette caricature des ministres qui allaient s'aligner sur la feu belle-mère du chef de l'État,
pour qu'elle intervienne quand les nomme. Pourquoi ça n'a pas fait un vacarme? Feu Rosette Boumtchouan. Oui, Feu Rosette Boumtchouan. Ça n'a pas fait un vacarme. Lorsqu'on a enlevé récemment Martin Bellinga et Boutou, toute la presse, qu'est-ce que la presse avait tiré? Enfin, elle a eu sa tête. Voilà. Enfin, enfin, elle a eu sa tête. C'était les médias camerounais eux-mêmes qui avaient mentionné, enfin, elle a eu sa tête. Ce qu'elle cherchait depuis, elle a obtenu. Enfin, le réseau Nanga s'installe. C'est pas moi. Absolument. C'est pas moi, c'est la presse camerounaise qui avait titré. En ce moment, je n'ai jamais vu Mathias Obonang qui est sorti pour dire « Oh, c'est tentative à l'insurrection, c'est ceci et cela. » C'est parce que c'est Jeune Afrique. D'ailleurs, quel est le statut de la première dame au Cameroun? Alors, un mot, Karine Sot, c'est juste un mot. Par rapport à la question, je pense que c'est... On aurait pu voir cela sous un autre prisme si on s'était prêté juste au titre de l'article, c'est-à-dire la présidente du Cameroun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, c'est elle qui dirige le Cameroun. Mais lorsqu'on parcourt, on a envie de... On voit un peu un dessin, un dessin machiavélique, une description assez complexe de ses actions et de ses actions en tant que première dame du Cameroun. Mais ce qu'on oublie, c'est que loin même d'avoir fait auparavant l'apologie de notre gouvernement et de notre président de la République, Jeune Afrique est en train de nous démontrer que dorénavant, même comme vous dites que le président de la République est vieux, il a une femme qui est jeune à côté de lui. Donc ça change tout. En fait, donc on ne regarde pas ça d'un sens assez négatif et tout. On est en train de nous montrer que vous dites que le père est vieux. Il y a sa femme qui peut gérer en attendant. Et le père a dit ça. Parce que dans la maison, quand le père est malade, la femme gère la maison. Karine Santia, on a fait sur la toile, puisque c'est les réseaux sociaux. On a bien étalé, on a pris, quoi là, ils ont dit point autonome de telle personne. On a décrié cela dans les différents journaux, M. Eric Fopoussi. Donc, on peut dire que ce n'est que... C'est ce que reprend Jeune Afrique. C'est ce que reprend Jeune Afrique. Justement. C'est ce que reprend Jeune Afrique, tout simplement. Alors, tendance. Oui. La question là, ils ont parlé un long français là, mais bon, je vais couper ma part à mon niveau que j'ai compris. Que la première dame, Madame la Présidente, dirige le Cameroun. Oui, même si elle dirige, quoi faire? Même quoi faire? Elle doit diriger. Pourquoi Ministre de l'Intérieur. Oui, elle doit diriger. Parce qu'il y a les décisions que le peuple ne peut plus prendre seul. Ah bon? Oui. Par exemple. Ah bon? Oui. Comme lesquels? Je ne peux pas donner les exemples. Il y a des décisions que le peuple ne peut pas prendre seul. Elle aussi, elle peut dire, papa, non, comme tu vois là, faisons plutôt comme ça, et il va comprendre. D'accord. La première dame, c'est une dame que je connais personnellement. Et oui. Quand je dis ça veut dire quoi? J'ai son numéro de téléphone. Ce n'est pas la Talakou. Je n'ai plus obligé de vous dire, mais vous dire quand même. Je la connais comme une personne qui rassemble, qui est très posée, qui sait écouter et qui est même d'ailleurs sensible. Donc les mots que vous dites qu'elle dirige le Cameroun, maman, dirige. D'accord. Dirige-toi. Ok, c'est compris. Il faut diriger. On va rapidement prendre l'autre information pour terminer cette revue des réseaux sociaux. Deuxième information, dans un communiqué signé le 15 février par le ministre des Transports, Ernest Masséna Ngalé-Bibéré, pour le compte de la lutte contre les accidents de la route causés par excès de vitesse. On a une liste de 13 agences de voyage organisées en fonction de leurs infractions en termes d'excès de vitesse. Première agence, Finex, avec 22 infractions. Buca Voyage en deuxième place, 17 infractions. Touristique, troisième, 15 infractions. Garantie, quatrième, 14 infractions. Et puis Butrans, 9 infractions. Transcam, 8 infractions. Moussango, 6. United, 5. Confiance, 5. Général Voyage, 4. Princesse, 4. Horizon Nouveau, voilà, 3. Et puis, Mondial Voyage 3 aussi. Total de 110 infractions sur la nationale numéro 3. Douala Yaoundé, ceux qui les concernés, hein, en tout cas, ont 15 jours pour récupérer leur copie des rapports, faute de quoi ils seront transmis à la police judiciaire. Alors, bon, je commence par vous. Quelques mots simplement. Est-ce que ce procédé est pertinent pour vous? Moi, je pense oui. Je pense oui, pourvu qu'il continue. Oui. Il avait attiré l'attention de ces VIP qui n'avaient pas d'assurance. Il n'était pas, et maintenant il continue. Il faut qu'il continue. Il faut qu'on bouge les lignes.
Et sur tous les axes. Il faut qu'on bouge les lignes. Donc, on ne va pas attendre. Maintenant où on dit que c'est la première dame qui dirige, il faudrait bon qu'on bouge les lignes. Voilà. Oui, Charles. Il faut qu'on bouge. Je m'inscris dans la même logique que Maman. Oui, c'est-à-dire il faudrait qu'on bouge les lignes. C'est une bonne initiative. On tire un coup de chapeau à Ngalé Bibé. Qu'il continue, qu'il ne s'arrête pas. Voilà. Et qu'il nous rende compte au sujet des 1000 chauffeurs ayant des problèmes de vue. Les a-t-il gardés? Sont-ils virés? Sont-ils en soins? On veut savoir. D'accord. Maman, je peux aussi te donner une proposition. Kéma, comme on a dit que tu diriges là, c'est à toi maintenant que je vais m'adresser. Maman, il faut aussi, on doit sortir la que tous les gars, les chauffeurs, avant de prendre la route, on va d'abord voir s'ils sont lucides ou pas. Il y a un long mot sur ces Alcotex. Alcotex. Maman, il faut imposer ça sur toutes les routes. Parce que nous sommes fatigués des accidents. Que moi ne peux pas, qu'on siffle, on prend avec l'Alcotex là. Alcotex. Avec Alcotex pour voir si vous avez bu ou si vous n'avez pas bu. Parce que le fait de la drogue, le whisky en sachet que vous buvez en conduisant et les bières là, ça nous fait perdre les familles. D'accord. On va mettre tout ça en... Merci. Merci beaucoup à vous, Karine Sontia, pour cette revue des réseaux sociaux. Madame, monsieur, on va basculer justement sur le plateau B pour retrouver Consti Lamine pour ce lundi 18 février 2019, avec qui on fera évidemment toujours dans le contexte du concept Salaka. Alors, Consti Lamine, bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous les clients du concept Salaka. Nous allons ouvrir ce lundi avec la vente du Von Bio Oméga 3 et pour ce matin nous parlerons du prix et les modalités de livraison une fois de plus. Nous allons commencer déjà par rappeler un tout petit peu les bienfaits du Von Bio Oméga 3. C'est un complément alimentaire d'origine américaine. Il permet de réduire les complications du diabète, de prévenir les AVC, mais également de réguler le taux de cholestérol dans le sang. C'est donc un complément alimentaire pas comme les autres. Bien entendu, parlant donc du prix, je rappelle que le prix officiel est bel et bien de 6 000 francs, mais uniquement pour aujourd'hui, nous allons permettre à tous ceux qui vont le commander de l'avoir à 5 000 francs uniquement pour la journée d'aujourd'hui. Vous aurez donc l'occasion de l'acheter à 5 000 du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis qui est situé en plein cœur d'Aqua, en face du palais d'Ika. Revenons également sur un autre élément de santé, c'est bel et bien la lotion Von Bio, ce lait de toilette pour diabétiques qui permet de protéger la peau des diabétiques, de la nourrir, mais également de mettre les diabétiques à l'abri, bien entendu, de certaines intempéries. Vous l'avez donc à 6 000 du côté, bien sûr, du magasin 1001 Tapis, je dis bien à 6 000 francs du côté du magasin 1001 Tapis. Et parlant donc des modalités de livraison, ceux qui sont hors de la ville de Douala et qui ont besoin de leur lotion Von Bio ou alors de leur complément alimentaire Von Bio Oméga 3, il vous suffira tout simplement d'appeler à nos numéros de téléphone et de passer vos commandes et vous serez livré en quelques jours grâce à nos différents agents de livraison. Voilà donc pour ce qui est de la communication sur Von Bio Oméga 3 et la lotion Von Bio pour ce lundi matin. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci Consti Lamine. Le temps pour nous de marquer une petite transition pour prendre l'interpellation de ce lundi matin et nous serons de retour juste après l'élément document réalisé par Cédric Chouna et nous ferons des commentaires décryptage sur ce plateau tout de suite. Ok, bon, pour moi, je pense que l'État devrait accompagner les jeunes dans les formations qualifiantes professionnelles. Puisque plusieurs jeunes sont bloqués aujourd'hui, sont confrontés à faire le bench parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour aller se faire former, suivre une formation qualifiante. Raison pour laquelle nous nous trouvons tous jeunes démunis sur la moto aujourd'hui. Oui. Ce que moi je propose, c'est que l'État accompagne tous les jeunes démunis à suivre une formation qualifiante. C'est ça qui pourrait leur ouvrir les portes à un lendemain meilleur demain. L'accompagnement des jeunes au cœur d'interpellation de ce matin, madame, monsieur. On va prendre le commentaire de Boro Bengan sur l'accompagnement des jeunes demandé par le jeune compatriote. C'est ce qui est normal, oui. Justement. C'est ce qui est anormal d'avoir des jeunes qui ont le désespoir. Le désespoir s'installe. C'est anormal. Ça veut dire qu'en fait, que vous êtes dans un pays
qui est en pleine chute libre. Et lorsque vous allez atteindre le fond, vous allez faire comment? Vous avez des jeunes qui ne rêvent pas. Ils n'existent pas. Ils n'ont pas la possibilité de se former précisément parce qu'il n'y a pas des opportunités d'emploi qui s'offrent à eux. Tout le monde se lance dans la débrouillardise. Le drame, c'est qu'il n'y a pas que les jeunes. Même ceux qu'on appelle opérateurs économiques sont dans la débrouillardise. D'accord. OK. Merci beaucoup, Bengan. On va dire qu'il y a de nombreux projets étatiques qui sont tournés vers ces jeunes-là. Le PAGRU et le PIACI, d'ailleurs, étaient donc prévus. Il y a le plan spécial triennal jeunes, mais on a chaque fois sur ce plateau décrypté et décortiqué clairement les insuffisances, les limites de ces plans qui sont toujours sous le coup de la corruption et tout ce qu'on peut imaginer comme atermoiement. On va tout de suite retrouver Miss Verturov. Bonjour. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à la grande équipe du Zénith, un bonjour particulier à Charles Amel. Okay. Merci, je reçois. Miss Verturov, on va vous demander pour commencer de quoi allez-vous nous parler ce matin précisément? Alors, Eric Fopoussi, je viens simplement réitérer ce que les téléspectateurs savent déjà. Vous qui souffrez des vergetures, vous qui avez longtemps souffert des vergetures, vous qui avez passé le temps à acheter des crèmes X, Y, Z dans les pharmacies, dans les grandes surfaces, dans les hypermarchés et dans les parfumeries, vous qui avez du mal à aborder des démembrés, vous qui avez du mal à vous rendre à la plage, eh bien, terminez vos soucis, terminez vos angoisses parce que Miss Vergeturov a mis sur pied sur le marché une véritable panacée pour lutter efficacement contre vos vergetures. Donc, adieu les vergetures. Et donc, c'est quoi Vergeturov? Alors, Vergeturov, c'est simplement cette crème miracle faite à base de fibres naturelles, de plantes naturelles qui élimine efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps. En plus d'éliminer efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps, elle stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de la peau. Elle favorise la régénération cellulaire, elle hydrate en profondeur et elle lutte également efficacement contre la cellulite. Vergeturov, comme on dit. Alors, quel est son mode d'emploi? Alors, aussi simple, pour utiliser Vergeturov, il vous suffit simplement de nettoyer la zone à traiter, prélever à l'aide d'une spatule, très important, prélever à l'aide d'une spatule, appliquer une quantité généreuse de produit, appliquer sur les vergetures comme une peinture à doigts, masser, frotter, je répète, masser, frotter, jusqu'à obtention d'une sensation de chaleur, preuve que le produit a effectivement pénétré. On va se demander quelle est sa fréquence d'utilisation. Oui, il faut répéter l'action 2 à 3 fois par jour après un bain minutieux, j'insiste. D'accord. Est-ce que Vergeturov doit s'appliquer sur tout type de vergeture? Oui, Eric Fopoussi, il faut noter ici que nous avons des vergetures dues à l'utilisation des corticoïdes, des produits éclaircissants, encore appelés Johnson dans nos quartiers. Nous avons également des vergetures dues à une prise rapide ou à une perte rapide du poids. Nous avons également des vergetures dues à une transformation hormonale pour parler des adolescentes. Nous avons également des vergetures dues à une grossesse. Vergeturov est super efficace contre tout type de vergeture. Et comment se procurer de Vergeturov? Alors, je ne vais plus passer le temps à citer les différents points de vente. Ils sont assez nombreux. Appelez-nous simplement au 694 88 84 57, 694 88 84 57 ou le 680 0028 28, 680 0028 ou allez sur notre page Facebook et tapez Vergeturov. Merci beaucoup, Miss Vergeturov. Merci, Eric. Voilà, Miss Vergeturov avec nous ce matin sur le plateau du 10-12 de Zénith. On va prendre tout de suite, voilà, monsieur, quelques messages que vous nous envoyez en réaction à tous les sujets que nous avons développés depuis ce matin avec vous, Karine Santia. Téléspectateur qui nous écrit ce matin, le problème du franc CFA relève d'un problème pur et simple politique. Si nos chefs d'État écoutaient les Africains avertis et nationalistes, on allait avoir notre monnaie depuis fort longtemps et sans que leur vie ne soit en danger. S'ils ont peur, il suffisait juste de se cacher derrière le peuple en organisant des manifestations anti-franc CFA.
Ça, c'est Mokhtar qui nous écrit ce matin. Un Merci, autre message qui nous dit « Nos présidents devront faire comme Sékou Touré en 1958, président de la République de Guinée, parce que, au fond, il n'y a aucun avantage que nous avons avec la France. Regardons notre pays, quelle légarchie. La France nous a-t-elle légué? Alors, tout ce qui nous reste appartient aux Allemands. Alors, on a un autre... Il faut dire que ceux qui ont essayé de s'opposer sont tous morts. On a Sylvanus Olympio, on a Thomas Sankara, on a Muammar Kadhafi, tous ceux qui ont voulu sont déjà en Libye. Un autre message, je suis fermement contre le franc CFA, mais est-ce le franc CFA qui fait ce que nos grands pillent les caisses, ne réalisent pas ou réalisent mal les projets? La France a sa responsabilité dans nos problèmes, mais nos dirigeants en sont les plus grands responsables. Mais même avec notre monnaie, avec ces dirigeants, on sera toujours pareil. Non, cher ami, c'est impossible. Justement, l'implication, la première conséquence d'avoir notre monnaie veut dire qu'on a lutté pour l'avoir. Voilà. Et parce qu'on a lutté pour l'avoir, on ne va plus diriger comme on le fait là maintenant. Voilà. Faut chasser les traîtres africains comme le rebelle, waouh, je ne vais pas prononcer le nom d'un président de la République ici, qui défend par inconscience sur le perron de l'Élysée, suivant tout ce qu'est Seba. Suivant tout ce qu'est Seba, il faut une monnaie africaine. L'historien qui nous écrit ce matin. L'historien qui est aussi, c'est la signature du message. Qui écrit est historien. Oui. C'est un historien qui écrit. Voilà. Bon, le problème du franc CFA est d'abord politique. Sa solution requiert du courage dans un environnement africain démocratique véritable. Wibap qui nous écrit ce matin. Un autre message, voilà, celle qui s'oppose à ce que sa collègue occupe le même bâtiment avec elle doit entretenir des relations intimes avec un collègue dont la plaignante côtoie aussi. Motaïm depuis Fongo Tongo. D'accord, à Fongo Tongo, où d'ailleurs on nous regarde beaucoup, c'est à la lisière avec la région du sud-ouest, très proche de Fontaine. On va donc vous remercier, Karine Sontia, pour ces messages. Voilà, monsieur, on va prendre la suite de l'émission. Juste dire que la question politique liée au franc CFA est certes réelle. D'ailleurs, vous l'avez développé à suffisance sur ce plateau, mais il y a une donnée économique qu'on ne doit pas omettre, qui est d'ailleurs repris par les plus grands économistes. L'Afrique, qui utilise encore le franc CFA, doit booster sa position locale pour qu'une nouvelle monnaie puisse être un avantage. Non, parce que monsieur, pour l'instant, parce que si on va... On commence d'abord à résoudre les problèmes politiques. Le reste, c'est l'implication de politique. On ne peut pas commencer... C'est pas un débat. Mais non, c'est un débat. Vous l'avez posé. Je fais juste une précision. Non, ils font tout faux. Voilà. La France n'a pas commencé par la révolution industrielle pour résoudre les problèmes politiques. Dit. Maintenant, je fais une précision. Non, laissez-les. Justement, il faut que ces débats soient résiduels. C'est un problème politique. On doit rester équilibré sur ce plateau. On doit rester équilibré. On a un devoir d'équilibre. On va tout de suite aller chercher Consti-Lamine, où on va le trouver au plateau B, Consti-Lamine. Consti, cette fois on parle des gyrophares de signalisation. Bien entendu, on parle de sécurité routière, on parle de prévention routière, on parle bien entendu de gyrophares de signalisation. Et pour le compte, bien sûr, de ce lundi matin, nous allons donc présenter les avantages liés à l'utilisation du gyrophare de signalisation. Alors, il faut déjà rappeler que, chers automobilistes, vous qui me regardez en ce moment, avoir un gyrophare de signalisation, c'est un avantage énorme. Parce que le gyrophare de signalisation est donc cet appareil qui permet d'alerter à plus de 300 mètres qu'on est en détresse. Oui, c'est un appareil minuscule qui se fixe sur le véhicule. On peut également le poser sur le sol. Ainsi posé, il va alerter à plus de 300 mètres qu'on est en détresse. Voilà donc quelques avantages liés à l'utilisation du gyrophare de signalisation. Alors à présent, comment l'utiliser? C'est simple comme bonjour. En cas de détresse, sortez votre gyrophare de signalisation, accrochez-le sur votre véhicule, posez-le sur le sol ou alors collez-le sur la voiture parce qu'il a un côté air qui a de l'aimant. Avec bien sûr ce côté air qui a l'aimant, on peut le coller sur le véhicule. Voilà donc comment utiliser le gyrophare de signalisation.
que vous retrouverez au prix de 5 000 du côté du magasin 1001 tapis. C'est 6 000 francs le prix, mais nous accordons une réduction de 1 000 francs à tous ceux qui vont le commander pour le compte de cette semaine, qui est une semaine de promotion du côté du magasin 1001 tapis. Voilà donc pour ce qui est de la communication sur le gyrophare de signalisation ce matin qu'on peut avoir au magasin 1001 tapis situé en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz, ou alors tout simplement par appel ou par SMS à nos différents numéros de téléphone. Ne l'oubliez pas, le prix de promotion est de 5 000 francs pour un gyrophare de signalisation. Merci beaucoup. Merci Consilamine. On va, madame, monsieur, se mettre en roue libre pour sortir de ce programme, mais avec évidemment un autre petit moment de lecture de messages. Jeune Afrique a raison, c'est juste une façon de nous faire comprendre qu'actuellement, c'est la première dame qui contrôle toute la gestion de notre pays et même les nominations dans le gouvernement. C'est Marwan depuis PK14 qui nous écrit ce matin. C'est précisément cela qui est aujourd'hui d'ailleurs réfuté par ceux qui estiment que c'est une tentative de déstabilisation, parce que le dire de cette manière, c'est évidemment de faire que de laisser prospérer la thèse d'une prise de pouvoir d'une certaine communauté contre une autre. Oui, rappelez-vous ici que nous avons été les premiers à décrier ô combien la CAN ne se jouerait pas au Cameroun. On nous a taxé de tous les noms d'oiseaux. On a subi toutes les invectives de la République. Ils ne se cachaient plus pour nous insulter. À la fin, lorsque les médias d'ailleurs ont commencé à dire il est fort possible que le Cameroun n'organise pas. Vous avez vu comment s'est associé derrière ces messieurs. C'est presque pour les lapider, les lyncher au nom de ceci qu'on devrait être tous patriotes. Le résultat était lequel? Donc, monsieur Eric Fopoussi, sachez que pour ceux qui vivent au Cameroun, qui ont l'habitude d'être au Cameroun, il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Peut-être cette fumée n'est pas encore blanche, elle est encore peut-être noire, mais dans tous les cas, allez fouiller. Raison pour laquelle cette une Jeune Afrique est tout à fait, pour certaines personnes, pas pour moi, inopportune, et que c'est un non-événement. Nous sommes d'accord que l'épouse d'un homme public a une influence sur ses décisions, mais il reste qu'il faut qu'on soit dans la légalité des choses. Il n'y a jamais eu une nomination signée Chantal Biya, c'est bien signé Paul Biya, président de la République du Cameroun. Elle n'a aucune signature au Cameroun et donc c'est un non-événement. C'est un non-événement de dire ça. Tout à fait. Je peux vous ramener en 1987. Oui. Madame Biya d'actuel n'était pas encore là. Oui. Pierre Flambon-Gayab sort un ouvrage aux éditions L'Harmattan à Paris. Cameroun, qui gouverne? Il faisait le complot contre qui? Non, lorsqu'il y a un questionnement, comment vous voulez les turiféraires? Mais oui. Les turiféraires du régime ne voient que de complots partout. Lorsque ce problème... Ils n'ont pas encore réagi. Hein? Pour l'instant, ils n'ont pas encore réagi. D'accord, les réseaux sociaux. Il n'est pas porte-parole du gouvernement. Non, mais est-ce qu'il est porte-parole du gouvernement? En tant que défenseur, moi j'ai dit... Je vous dis, Inch'Allah, on peut mal vous défendre. Quelqu'un peut vous défendre, mais vous défendre mal. Ça peut arriver. Mais lorsque le même Jeune Afrique parle de Laurent Essou, et si c'était lui? À un moment, on parle de René Sadi. Et si c'était lui? C'était quoi à ce moment-là? Non, depuis toujours, même lorsque le président Biya était Premier ministre, Jeune Afrique, Africasie, nous livrait des titres pareils. Samuel Boa, Aïssi Vodor, Yondor Marcel, Paul Biya ou Damjoya, c'était régulier. Qui allait succéder à Amadou Ahidjo? Donc, ce n'est pas de problème. Et c'est encore là, justement, des réseaux franco-français. Mais ça a donc créé des problèmes. J'ai dit, ces journaux et le palais de l'unité, c'est des amis. Non, mais... Donc, ne commencez pas à dire... Quand nous disent qu'ils ont fait cette fois-ci exprès sans consulter le palais. Qu'est-ce qui vous dit que c'est le palais lui-même qui est derrière tout ça? Donc, laissez tranquille. Les Camerounais ne voient pas un complot. Nous, on est habitués, on est même habitué à vivre avec un président qui fait des longs voyages à l'étranger. Cette fois-ci, c'est même un problème. Parce qu'il fait long au Cameroun, mais long, il n'est pas encore sorti. Donc, en fait, il n'y a jamais eu de complot. D'accord. Les Camerounais ne se sont jamais. Très bien. Ne regardez pas seulement les accidents, combien touchent ces chauffeurs malheureux. Hervé de Biémassi qui nous écrit. Avec ou sans francs CFA, on peut bien
bien se développer s'il n'y avait pas de détournement massif et malgestion. Anne qui nous écrit ce matin. On ne peut pas, cher ami. Vous ne pouvez pas garder 100 francs. 100 francs en France. Le gouvernement français vous prend. Les intérêts dans voilà, il a commencé il prenait 65 francs, il vous donnait 35 francs. Maintenant, il a coupé de moitié. Et même l'aide au développement, on vous accorde d'épuiser de votre argent. On n'a plus rien au trésor français. Rien. On n'a plus rien. Qu'ils nous disent si on a quelque chose. Moi, je vous dis, aujourd'hui, au lundi 19, on n'a rien. Donc, les 17 000 milliards, c'est ça? Nous, les 6 pays de la CEMAC, nous n'avons rien. Et en plus, à la BEAC ici, ils ont les minorités de blocage. Vous voulez prendre une décision en disant, papa, vous ne faites pas. Les gouverneurs n'ont même pas les coups de France. On a vu en décembre 2016, le chef de l'État camerounais organise un sommet extraordinaire à Yaoundé. Madame Christine Lagarde et Michel Sapin sont venus avec le communiqué. Avec le communiqué, ils ont voulu faire quoi là? Bon, j'aimerais surtout relever la sortie du plan de la commission de la CEMAC qui est sorti et qui s'est exprimé sur le franc CFA. Et on peut imaginer que ça puisse apporter de l'espoir. Son discours sur le franc CFA, on se souvient que Idriss Déby lui aussi avait été dans cette logique, mais sauf que depuis, il n'y a pas eu de sauf qu'ils n'ont fait que faire un discours. Il n'y a pas eu d'action concrète qui a été posée sur le terrain. Oui, c'est la raison pour laquelle il y a trop de points d'interrogation. Non, mais sauf que depuis, le même Idriss Déby est actuellement confronté à une rébellion au nord de son pays et que la France l'a aidé la semaine passée pour bombarder les rebelles de l'UFR, qui est d'ailleurs le patron, qui est d'ailleurs l'un de ses neveux. Donc est-ce qu'avec cette aide de la France, il sera encore aussi expansif est-ce qu'on ne peut pas soupçonner donc la France derrière tout ça? Voilà, ça aussi, c'est un questionnement. Merci infiniment sur ce plateau avec, on l'a bien vu, cette émission qui reste dans son format habituel, l'émission qui dit tout haut ce que le peuple dit tout bas, ce que la majorité silencieuse dit tout bas. Madame, messieurs, on se retrouve demain 10h pour un autre numéro de votre plateau républicain et citoyen. Que Dieu bénisse le Cameroun.